Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bistrot du Parti de la France. Et oui, nous sommes la fin du mois et qui dit la fin du mois dit bistrot. Bistrot, cela signifie tout simplement que j'ai avec moi 6 invités plutôt que 2. Et ce soir, je reçois le président du Parti de la France, Thomas Joly. Bonsoir Thomas, comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien. Il y a une actualité fournie à commenter et ce soir, je vois que nous sommes nombreux et nous sommes en bonne compagnie avec mes camarades et notre camarade féminine qui est là également. Donc, je suis très content de faire ce bistrot avec eux et effectivement, je pense que ça va envoyer du lourd vu l'actualité. Absolument. Je vous Ah rappelle oui, d'ailleurs la règle. J'ai oublié de préciser parce qu'il y a des nouveaux. Ah oui Thomas, qu'allez-vous dire ? oui, juste pour dire, parce que je pense que tout le monde est absolument passionné de savoir ce que je suis en train de boire. Et donc, je suis en train de boire une bière légère, c'est de la Duff. Pour ceux qui connaissent, c'est la bière d'Homer Simpson. Donc voilà, je suis en train de boire ça. Après manger, il me faut un truc léger. Absolument, j'allais dire pour les nouveaux qui connaissent pas encore le bistrot, si vous buvez quelque chose, n'hésitez pas à nous dire ce que vous buvez. Moi, pour mon cas, c'est un bourbon. Ensuite, la seconde règle, parce que il y a des nouveaux qui n'ont encore jamais participé à un forum du Parti de la France, la règle est très simple, c'est tout simplement penser à appuyer sur le bouton pour parler et penser à appuyer de nouveau dessus lorsque l'on ne parle pas. Ça évite les bruits parasites et vu que nous sommes nombreux ce soir, les bruits parasites peuvent être fréquents. Ensuite, maintenant, je passe à Sophie Oceda. Donc, Sophie Oceda, vous êtes une nationaliste du Vaucluse. Vous allez bientôt, je crois, prendre votre carte au Parti de la France. Comment allez-vous ce soir et comment vous sentez-vous pour cette émission ? Eh bien, écoutez, déjà, premièrement, je vous remercie pour votre invitation. C'est une première pour moi, donc je vous demanderai d'être bien indulgent avec moi. Je me sens très bien et je suis très, très contente d'être à ce bistrot. Eh bien, je suis tout aussi content de vous recevoir. Maintenant, Frédéric Avalli. Frédéric Avalli, vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France, ainsi que responsable du Parti de la France en Île-de-France. Comment allez-vous, Frédéric ? Bonsoir Alexandre, très content de vous retrouver, ma foi très bien, et au risque de me faire traiter de gonzesse par notre cher président Thomas Joly, je m'apprête à déguster une liqueur de tiramisu que j'ai acheté lors de mes dernières vacances. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ta fiole? Et bah justement, nous en débattrons, ça fait partie des sujets d'actualité. Non, pas du tout, bien évidemment, mais vous pourrez régler vos comptes avec grand plaisir après l'introduction. Vivien, vous êtes membre du Conseil national du Parti de la France, fier militant de Normandie et un habitué en tant qu'auditeur de nos émissions, mais cette fois-ci, vous venez en tant qu'intervenant. Bonsoir Vivien, comment allez-vous ? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous les camarades, bonsoir à notre camarade féminin. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je suis impatient de pouvoir m'exprimer sur les sujets d'actualité. Et moi, je suis en train de terminer une Carmélite, une bière belge. Voilà. Ah, très très bien. Maintenant, je passe à Pierre-Nicolas Nups. Pierre-Nicolas Nups, vous êtes un habitué de nos émissions aussi, je pense qu'on peut le dire ainsi. Et vous êtes responsable du Parti de la France de Lorraine et membre du bureau politique. Bonsoir Pierre-Nicolas, comment allez-vous ? Salut Alex, ça va, merci. Je vais vous demander, Pierre-Nicolas, parce que vous êtes aussi connu pour cela, qu'est-ce que vous êtes en train de boire actuellement ? Je ne peux pas vous croire si vous me dites que vous ne buvez rien ou de l'eau. Je finis de boire, de l'eau, pas de l'eau, mais presque, je finis de boire la bouteille de champagne que je n'ai pas fini au cours de ce dîner, que je viens à peine de terminer. J'ai même pas commencé le digestif. Formidable. Mais c'est pas du champagne à l'âle, hein, c'est important de le préciser, parce que j'ai vu une petite recherche cet après-midi, et j'ai vu qu'il existait du champagne à l'âle. Alors, je ne sais pas par quelle diablerie ils font ça. Peut-être qu'ils égorgent le raisin dans le sens de la Mecque. Mais apparemment, le champagne à l'âle, ça existe. Bon, moi, je ne bois pas de champagne à l'âle. Je bois du vrai champagne, pas du champagne de Bourgogne. J'en ai vu aussi, et je crois que je sais pas si c'est du champagne sans alcool, mais j'en ai effectivement déjà vu. Je ne connais pas la particularité de ce champagne. Il faudra biper, je précise juste, il faudra biper, note le timer. Bien sûr, 4 minutes 20, faudra biper Pierre-Nicolas Nups, mais bon, je suis habitué avec lui, il n'y a pas de problème. Et enfin, Maxime Morlon, membre du bureau politique du Parti de la France, responsable des Vosges. Comment allez-vous, Maxime ? Salut Alex, bonsoir à tout le monde. On vous entend très très mal, Maxime. Il est au fond de ses chiottes, je pense. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Le son était bon pendant le test. Ah, c'est beaucoup mieux.
Je suis pas assez près du micro, c'est pour ça. C'est pas le moment de ventiler, Maxime, hein, attention. Soyez plus près du micro, au plus près possible. Et donc, bonsoir à Sophie. Voilà, donc effectivement, une activité riche en ce moment. Je sens qu'on va bien se défouler ce soir. Et puis là, pour la boisson que je suis en train de boire, je me suis ouvert un petit Beaujolais à baie du Plain. Donc, c'est pas un Beaujolais primeur, hein. C'est un Beaujolais de vendange faite main, qui vient de vignerons indépendants à côté de Villefranche, pour ceux qui connaissent, hein, au nord de Lyon. Donc, moi, je suis plutôt amateur de vin rouge, essentiellement, des Bourgognes, des Beaujolais, et puis tout ce qui est vin de la vallée du Rhône, on va dire, quoi. Voilà. Un petit peu moins fan des Bordeaux, hormis le vin de notre amie Sylvie, qui est Côte de Bourg. Voilà. Et puis, un petit bonjour à elle, d'ailleurs, en passant. Bonjour à elle, et bien sûr, elle participera à un bistrot du Parti de la France, bien évidemment. Je tiens à préciser quand même que on est quand même 70 à nous écouter, sachant que ce n'est pas forcément un thème qui est d'actualité, hein, c'est juste écrit le bistrot du PDF. Donc cela montre une forme de régularité, et je vous remercie, chers auditeurs. Avant de commencer l'émission, d'ailleurs, je souhaitais faire une petite dédicace à Christiane Boeuf, qui écoute en permanence mes émissions, mais qui ne sera pas là ce soir, malheureusement, parce qu'elle a un enterrement demain pour son grand-père. Donc j'espère que je lui souhaite du courage, et j'espère qu'elle va réussir à faire face à la mort de son grand-père. Directement, on va porter plusieurs thèmes. On va parler de Crépol, on va parler de Dublin, on va parler des élections en Argentine, on va parler de plein de choses. Je vais commencer par vous, mademoiselle Sophie Oceda, honneur aux dames, comme on dit. Et oui, alors je voulais juste savoir, j'aborde le sujet et bien sûr tout le monde pourra rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez vu le film Napoléon ? Vous avez dû voir qu'un film Napoléon était sorti au cinéma. Est-ce que vous l'avez vu ? Un peu que je l'ai vu. J'ai été le voir le jour de sa sortie. J'avais vraiment très très hâte de le voir. Ça faisait plus d'1 an que j'attendais ce jour et j'ai été le voir le jour de sa sortie et je ne regrette pas. Je n'ai pas été déçue. C'est un film magnifique. Je me suis régalée. Eh ben formidable, mais qu'avez-vous aimé dans ce film ? Je sais pas, d'un point de vue historique, est-ce qu'il y a un sentiment passionnel ? Moi, je ne l'ai pas vu. De l'interprétation jusqu'à la mise en scène, la musique, absolument tout. Je trouve que ce film est une réussite. Franchement, c'est un film très, très fidèle à Sir Ridley Scott. Alors, très moi, bien. Oui, Thomas ? Je voudrais juste ajouter, déjà, il y a que Sophie qui l'a vu, il me semble, hein, je sais pas, peut-être Vivien, mais il me semble que ni Fred, ni Maxime, ni Pierre-Nicolas ne l'ont vu, ni vous, Alexandre. Il me semble pas. Donc, c'est bien d'avoir. Je pense que nous, on va aller le voir demain. On va aller le voir demain avec Maxime. D'accord. Que nous sommes. Je suis content de ne pas être dans la salle avec vous. Je suis sûr que vous parlez au cinéma, ce qui pour moi mérite la peine de mort. Mais donc oui, je voulais juste rajouter brièvement sur ce film que je n'ai pas encore vu, parce que moi, dans mon petit cinéma de campagne, il ne sort pas cette semaine. Il va peut-être sortir la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas trop, mais enfin, j'irai le voir. C'est qu'en fait, on voit certaines critiques de la part, en particulier, de nationalistes ou de fans de Napoléon, qui disent oui, mais il y a quelques petites erreurs historiques ici ou là, mais voilà, le but, c'est de faire un film à grand spectacle. Ridley Scott, il n'a pas l'habitude de faire c'est pas un documentaire. Voilà, il faut voir ça comme une épopée, résumée en 2h30, 3 heures, et il faut le voir comme ça. Déjà, je voudrais préciser que l'histoire est aussi un peu romancée. Ne croyez pas non plus que tout est exactement, tout s'est déroulé exactement. Là, l'histoire est un peu romancée, en particulier par les vainqueurs. Donc, c'est assez pénible. Ceux qui disent ah oui, mais regardez, il y a la grenadier, il avait pas 3 boutons en bas, machin. C'est insupportable qu'ils aillent qu'ils ferment leur gueule. S'ils veulent aller voir une reconstitution historique, qu'ils y aillent. Et là, il s'agit d'un film qui est une vulgarisation de Napoléon sur 3 heures. Évidemment, c'est pas une série qui dure 25 épisodes. Et donc, c'est pour cela que c'est intéressant. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut que ce soit des Américains qui fassent un film sur un héros français. C'est-à-dire que nous, nos réalisateurs, eux, évidemment, ce qu'ils veulent faire, c'est des migrants, c'est des Sidaïques, c'est des Gouines, voilà, c'est ça leur truc. Mais alors, un héros français, pas question d'y toucher. Ouh là là, non, on n'est pas des nazis, nous, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit des Américains, des Anglo-Saxons, qui fassent un film sur un ennemi héréditaire de l'Angleterre, enfin, le plus grand ennemi que quasiment l'Angleterre n'ait jamais eu dans toute son histoire. Et il faut que ce soit eux qui fassent ce film. C'est quand même absolument lamentable. Ce degré d'ethnomasochisme du cinéma français est effrayant. Et je veux dire, à part
partir du moment où on arrivera au pouvoir, on coupera évidemment les vivres à toute cette bande de pourriture anti-française qui ne font que de la merde depuis des décennies. Et il faudra leur couper les vivres. Une fois qu'on leur coupera les vivres, on retrouvera peut-être un cinéma populaire français un peu intéressant. Donc moi j'ai hâte de le voir. Je sais qu'en plus Ridley Scott fait toujours des films magnifiques. Comment il a toujours et avec beaucoup de moyens. Et je pense que c'est intéressant, et en particulier pour les plus jeunes qui ne connaissent pas l'épopée napoléonienne. Et je pense que, alors je ne l'ai pas encore vu, mais c'est relativement fidèle et ça résume assez vite. Voilà, il faut arrêter de vous croire que les gens les Français, même en général, vont se précipiter sur des livres d'histoire de 2000 pages où ils vont apprendre exactement ce qui s'est passé du temps de Napoléon. Non, il faut une vulgarisation de l'histoire, et malheureusement, ce sont les Américains qui vont faire connaître Napoléon aux plus jeunes à l'ensemble des Français. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose, et j'ai hâte d'aller voir ce film, et tant pis pour les esprits chagrins. Alors, il paraît qu'il y a quelques noirs dedans, que c'est assez ridicule. C'est la petite part wokiste, à mon avis, obligatoire à Hollywood. Donc, ils ont réussi à glisser quelques noirs. Oui, vas-y, Sophie. Je tiens à préciser qu'effectivement, on voit des noirs, un seul. Moi, je me souviens n'avoir vu qu'un seul. Mais il y avait bien des noirs dans les armées napoléoniennes. Ça c'est un fait historique. Ok, bah, je ne l'ai pas vu, moi, donc je ne peux pas encore dire. Mais enfin, bon, voilà, j'invite tout le monde, au moins, à aller le voir. Je ne suis pas qui dit empire, frontière lointaine, il y a bien des noirs dans l'armée napoléonienne, ça c'est sûr et certain. Donc, si bien sûr, bon, pas beaucoup, mais il y en avait. On voit des noirs qui portent l'uniforme auprès de Napoléon, c'est véridique. Ce n'est pas inventé. Oui, il y avait même des officiers assez haut placés, pas trop loin du grade de général. Il y en a qui prétendaient que, soi-disant, le général Davout était interprété par un noir. C'est complètement faux. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça, mais à aucun moment dans le film, on ne voit le général Davout. Et encore moins interprété par un noir. Oui, mais écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord regarder les films avant de les critiquer. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Alors, enfin, je dis encore comme si. On verra demain. Mais ce qui est sûr, je l'ai c'est pas encore que vu. pour reprendre ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est une très bonne chose que ce soit les Américains qui le fassent, c'est pas les Français. De toute façon, pour ce qui reste du cinéma français, il y a au moins peut-être depuis plus de 10 ans, voire même 15 ans, qu'il n'y a pas eu un grand film français, en tout cas qui a été primé aux Oscars ou plutôt dans ces distinctions-là. Donc ça dénote justement la baisse de qualité du cinéma français. Et de toute façon, on sait pourquoi. Dans le cinéma français aujourd'hui, il faut que du LGBT, du woke, que des choses comme ça. Voilà, tout ce qui rappelle aux racines de la France, aux racines historiques de la France, à la grandeur de la France, c'est mal vu, c'est fasciste, c'est d'extrême droite. Donc c'est sûr que aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui pouvaient sortir un film comme ça et aussi l'imposer dans le paysage cinématographique. Voilà, donc parce que là, c'est quand même plus compliqué de barrer la route à des acteurs comme Ridley Scott et toutes ces choses-là. Donc, oui, alors pour rendre un petit peu justice au cinéma français, même si je n'aime pas beaucoup ça, je préfère, comme la plupart des gens, le cinéma américain. Je pense qu'il serait judicieux de parler du dernier grand film français. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir, il était vraiment très bien ce film. Oui, ça, malheureusement, il a subi, comment dirais-je, la doxa médiatique. Il a été critiqué, un peu comme Son of Freedom d'ailleurs récemment, quoi. C'est un film américain. Oui, justement, je vais faire la transition. Le cinéma français, on a tout de même fait un film sur plusieurs épisodes avec Christian Clavier sur Napoléon. C'était tout à fait mauvais. Bon, c'était il y a quelques années, mais on a tout de même fait un film sur Napoléon avec Christian Clavier. Moi, je ne l'ai pas trouvé avec ça. Bon, après, je rejoins les propos de notre président sur les quelques historiens qui déplorent quelques erreurs historiques, sur par exemple une veste à 3 boutons au lieu de 4, ou alors un sabre droit au lieu d'un sabre courbé, alors que tous ces grands historiens ne trouvent rien à y redire lorsque Jules César ou Jeanne d'Arc est incarné par un noir ou une noire. Chacun en tirera les conclusions qu'il voudra. Absolument. Alors moi de mon côté, je l'ai effectivement pas vu. Je sais que mon adjoint, celui qui fait justement les miniatures des vidéos YouTube, va le voir demain.
Je suis pas très cinéma, je vais pas vous mentir, je suis pas très cinéma, donc je sais pas si je vais aller le voir. Mais ça me permet de faire la transition avec un autre film qui a fait parler de lui récemment, Sound of Freedom. Excusez-moi pour mon accent. Et je crois savoir que Frédéric Avalli, vous avez communiqué sur ce sujet, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce film, justement, Frédéric? Alors, juste pour vraiment 10 secondes rebondir sur ce qu'a dit Thomas par rapport à Napoléon, que je vais aller voir personnellement dimanche et que je me garderai bien de critiquer avant même l'avoir vu. Par rapport à la véracité historique, Thomas a raison. C'est pas un documentaire historique. Ridley Scott est un des plus grands cinéastes en vie, mais parfois il prend certaines libertés par rapport à la véracité historique. Par exemple, dans l'excellent, pour moi c'est mon film préféré de lui, Gladiator. Il fait passer Commode pour un gladiateur, l'équivalent de Conan le barbare, alors qu'en réalité, Commode, l'empereur Commode, était taillé comme une queue de cerise. Et concernant c'est pas pour défendre le cinéma français gangréné par le wokisme, mais je ne pense pas, vu ce que j'ai vu sur la bande-annonce, que le cinéma français ait un budget suffisant pour faire une telle saga sur Napoléon, enfin une telle superproduction. Je pense que le cinéma français, enfin les films du cinéma français, le budget c'est plus sur le budget du Père Noël est une ordure que sur le budget que Ridley Scott a consacré à Napoléon. Alors, excuse-moi de ne pas avoir répondu tout de suite à ta question. Concernant Sound of Freedom, j'avoue que contrairement à la plupart des camarades, je n'avais pas forcément entendu tout le tapage médiatique fait autour de ce film lorsqu'il était sorti aux États-Unis. Donc je suis allé le voir. Je résume vraiment en quelques secondes, mais je me suis fait jeter un des deux seuls cinémas qui le diffusaient à Paris parce que c'était à guichet fermé. Il fallait réserver plusieurs jours à l'avance. Moi, je n'avais jamais vu ça depuis Terminator 2 en 1991. Et quand je suis allé au second cinéma, j'ai été un des derniers à avoir ma place en arrivant 1 heure avant. Donc c'est bien, ça prouve qu'il y a des gens qui font des gestes militants en allant contribuer au financement de ce film-là. Après, donc, film qui dénonce des faits graves. Après, je ne suis pas suffisamment qualifié pour dire si les chiffres et les sources du film sont corrects. En tout cas, vu que les médias gauchistes les contestent, j'ai tendance à penser que les sources sont véraces. Et concernant le film en lui-même, c'est vrai que c'est un bon film, hein, très très émouvant. Après, ça a été fait un petit peu de façon larmoyante. Et voilà, je ne vais pas dire que le scénario est bâclé. Le film dure quand même 2 heures. Mais voilà, c'est pas un grand thriller, c'est pas un grand film d'enquête, c'est pas un grand film de guerre. Mais c'est un bon film qui, en plus, n'a absolument rien, ni de raciste, ni d'antisémite. Il n'y a même pas, sans spoiler la fin, mais ça se termine même pas dans un bain de sang pour les ordures pédophiles. Donc, vous voyez, je vois même pas en quoi il a pu choquer. C'est juste parce qu'il a plu à une partie enfin, on va dire à l'aile dure des conservateurs américains. Et du coup, rien que parce que ces gens-là ont aimé, du coup, forcément, il faut haïr. Donc, c'est vraiment du manichéisme pur et dur. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as très bien répondu, Fred, vous avez très bien répondu. Alors, mon côté, je sais pas si, enfin, je crois que Maxime va pouvoir s'exprimer sur ce sujet parce que je crois qu'il l'a vu. J'ai juste vu la bande-annonce sans savoir forcément les polémiques qu'il y avait autour, sans savoir la censure, etc. Et la bande-annonce, je dois admettre que je l'ai pas aimée. Je sais pas, j'ai senti un sentiment très, très gnangnan, très les méchants blancs américains contre les gentils petits enfants portoricains et mexicains. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé la direction qu'a pris la bande-annonce, mais souvent les bandes-annonces ne ressemblent pas au film, hein, faut être très honnête. Maxime Orlon, vous qui l'avez vu, est-ce que voilà, vous avez un avis sur le film et est-ce que vous aviez vu la bande-annonce avant de voir le film? Alors moi j'avais vu la bande-annonce déjà quand il était sorti aux États-Unis, puisqu'on en avait discuté avec un ami en commun qui bientôt on fera une émission d'ailleurs, un forum, donc quand il était sorti aux États-Unis, je l'avais vu en version originale. Et là j'ai été le voir donc en VF au cinéma samedi dernier. Bon, pour moi c'est sûr que c'est un film, ça rentre pas assez dans les détails. Quand on s'intéresse à ce sujet-là, notamment en particulier la pédophilie, les réseaux pédophiles en général. Mais pour réinformer les gens et puis pour leur donner une conscience
sur la réalité de ces réseaux-là, je pense que c'est suffisant. Et puis aussi, je pense que les réalisateurs de ce film se sont bien gardés aussi de mettre certains détails. Voilà, parce que sinon, ce film ne serait jamais rentré dans les cinémas. Ça aurait été un film un peu comme Christeros à l'époque, il y aurait eu des séances privées où il aurait fallu le voir entre guillemets de façon clandestine sur des plateformes de streaming ou en téléchargement. Donc, fallait quand même que ce film-là rentre dans les cinémas, qu'il soit adapté au grand public. Moi, je comprends tout à fait cette démarche-là. Voilà, mais c'est vrai que, comme dit Frédéric, c'est un film qui est plutôt axé sur le côté émotion, mais ça représente quand même une réalité, même si ça ne va pas au fond des choses. C'est sûr que si on prend notamment les affaires du trou, les affaires Epstein plus récemment, voilà, ou l'affaire du Coral que notre ami Roger Olindre nous parlait très régulièrement quand on le voyait, pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer justement, c'est pas assez détaillé, ça c'est clair. Mais pour moi, c'est un film militant qui a le mérite d'informer les gens, en tout cas la masse, sur la réalité des réseaux pédophiles, aussi pour dire que ça existe, parce que ça existe vraiment, c'est pas du complotisme. Et comme voudrait nous faire croire justement les médias gauchistes, hein, qui ont justement tiraillé et comment dirais-je, flingué ce film même avant même son arrivée en France. Hein. Libération sortait déjà des articles voilà, que c'était un bullshit complotiste, que c'était toute la composphère qui se ruait sur ce film-là. Moi, je vais vous dire, j'étais très, très surpris du public samedi dernier, quand j'étais voir ce film au cinéma, c'est qu'il y avait un public, on va dire, plutôt très cosmopolite pour voir ce film. J'étais très étonné de voir ça, d'ailleurs. Donc ça veut dire que voilà, ça captive pas que des gens, entre guillemets, de chez nous, et ça captive beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Merci. Allez-y, Thomas. Juste rajouter la levée de bouclier unanime de la presse française, qu'elle soit cinématographique ou générale, c'est déjà un signe. Voilà, un signe. Quand vous avez l'ensemble de la presse qui dégueule sur un film de manière très méprisante, très arrogante et de manière consensuelle et générale, vous pouvez être sûr, pas forcément que le film est bien, mais que le film dérange. C'est évident. C'est évident que de parler de pédophilie au sein des élites, on voit que ça dérange. Je pense que, en plus, il faut savoir que les journalistes sont en service commandé. Donc ça doit déranger certaines personnes. Mais le pire là, Thomas, c'est que ça fait même pas référence aux élites. C'est que là, oui. Ça parle, entre guillemets, dans ce film-là, le scénario, c'est le démantèlement d'un réseau d'enfants, quoi, de trafic d'êtres humains, quoi, donc c'est-à-dire le film, il commence avec une ancienne Miss au Honduras qui justement fait venir des enfants dans un endroit, dans une chambre, justement, pour faire des photos, et tout. Donc, elle choisit les enfants forcément par rapport à leur plastique, si j'ose dire cette expression. Voilà, et après, elle les vend justement à des mafieux de sa ville. Elle se couvre même pas d'ailleurs, sauf qu'elle se fait pincer après dans le film par évite de spoiler le film, là, parce que là, tu es en train de bouffer tout le film. Non, mais ce que je voulais dire de manière générale, je ne parle pas du film. Je ne l'ai pas vu, mais il est certain que ça dérange en haut lieu qu'on mette en lumière une lutte contre la pédophilie. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable, parce qu'on sait très bien que les journalistes agissent en service commandé, puisqu'ils sont en fait les larbins de leurs employeurs, et que cette unanimité contre ce film, dont la plupart, je ne sais même pas s'ils l'ont vu, ça donne quand même un signe, c'est-à-dire qu'on touche à un sujet qui devrait être fédérateur, qui devrait faire l'unanimité, la lutte contre la pédophilie, et là, un film qui se veut pour dénoncer la pédophilie, la pédopornographie, est attaqué par la presse française. Genre, je ne sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis, mais je veux dire, faut quand même être gonflé pour attaquer un film sur ce type de sujet. Imaginez si c'était, je sais pas, l'extrême droite qui attaquait un film, je sais pas, sur un sujet tout à fait consensuel comme, je sais pas, le meurtre d'enfants ou ce genre de choses, où je veux dire, tout le monde est contre l'assassinat des enfants. Bah là, tout le monde est contre, évidemment, la prostitution des enfants et le viol des enfants. Et ben là, non, il y a l'ensemble de la presse française qui dit, oh là là, c'est quel film de merde, quel machin, complotiste, ou là là, ça n'existe pas.
Bah, je sais pas, c'est flagrant. C'est flagrant que c'est un sujet tabou qu'il ne faut pas du tout aborder. Ouh là là, c'est un peu comme la drogue dans le milieu dans le milieu des journalistes, dans le milieu du showbiz, dans le milieu politique, tout ça. Ouh là là, faut pas en parler. Ni non plus de l'homosexualité d'un certain nombre de nos élites qui ne se présentent pas comme telles. Donc voilà, on a le sujet tabou et la volée de bois vert que s'est pris ce film est tout à fait symbolique. Un peu comme Vaincre ou mourir. Bah, de toute façon, c'est un aveu, hein, clairement, que cette même ligne que tout la casse médiatico-politique a foncé sur ce film, hein, lui a tiré dedans, quoi. Et bon, après, aux États-Unis, c'est différent, parce qu'aux États-Unis, il y a les médias, il y a certains médias, ils sont quand même beaucoup plus indépendants. Et puis, ça dépend aussi des États, hein, et des États plus conservateurs que d'autres. Et bon, après, aux États-Unis, ça a été un succès, parce que ce film a fait 250 millions de dollars de recettes. Donc, bon, il ne fera pas autant en France, ça c'est clair, mais même en France, déjà, c'est pas mal. Au bout d'une semaine, là, je crois que le producteur a annoncé déjà 65 000 entrées. Donc, c'est pour un film qu'on a justement critiqué de partout, dans les médias en France, qui de toute façon sont tous à la solde du système, hein, ça on ne va pas l'apprendre à nos amis qui nous écoutent. Et donc, c'est vraiment pas mal. Et je pense que ça va continuer, parce que là, j'ai vu que la liste des cinémas pour la semaine prochaine était encore plus importante que la liste des cinémas de la semaine dernière. Donc, on verra, on fera le bilan, mais de toute façon, moi j'ai été voir déjà ce film dans l'unique objectif déjà, c'est déjà de prendre une entrée, de faire gonfler le chiffre d'entrée, et puis surtout, c'est un acte militant d'aller voir un film qui part de ces sujets-là, parce que justement, comme ça dérange tout ce qui dérange le système, et il faut le faire. Voilà. Tout à l'heure, on y viendra sur l'affaire Thomas, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de diffuser les informations compromettantes pour le régime, pour le système en place, doivent être diffusées au plus grand nombre. Voilà, et c'est le cas pour le Sound of Freedom, c'était le cas pour Vaincre ou mourir. Il faut justement pas avoir peur de ce régime-là qui est en état de mort cérébrale, je pense. Voilà, ils vont tout faire justement pour faire passer leur loi liberticide ou, entre guillemets, faire rentrer dans la tête des gens que ça, c'est pas bien, enfin, en tout cas, faire en fonction de leur doxa, mais justement, il faut désobéir à ces gens. Voilà, ces gens ne sont pas à même à nous donner des ordres de quoi on doit aller voir, de quoi on doit penser. Il faut faire comme on le sent. Voilà, c'est déjà c'est la première des libertés. Donc, et puis de toute façon, c'est pas les journalistes de Libération qui vont me dire il faut pas aller voir ce film-là. De toute façon, c'est pas étonnant. De toute façon, en France, on a même des médias comme Libération, en l'occurrence, qui font même l'apologie de la pédophilie. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve un front commun comme ça contre ce film-là. Et justement, c'est très bien qu'il soit sorti en France. Un grand merci à Carl Zero, d'ailleurs, qui a fait le boulot là-dessus. Alors, j'allais ouvrir justement une parenthèse, mais c'est bien, tu m'as devancé, parce qu'on a beaucoup parlé de la presse qui a été unanime contre ce film, que je n'ai pas encore vu, mais finalement, je pense que j'irai le voir la semaine prochaine, si jamais il est diffusé près de chez moi. Je ne m'étonne pas que Libération ait été le principal organe à avoir dénoncé un film qui s'attaquait à la pédophilie, puisque lorsque l'on sait que Libération a publié un certain nombre de unes qui aujourd'hui seraient absolument indiffusables. Je veux dire, il y a des unes qui ont été publiées dans les années, dans la fin des années 70, début des années 80, où on voyait par exemple des dessins d'enfants faisant des fellations à des adultes, qui ont été publiés en une de Libération. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est indiffusable. Vous mettez ça, ne serait-ce que pendant 10 minutes sur les réseaux sociaux, vous êtes banni immédiatement par l'algorithme. Eh bien pourtant, ces unes-là peuvent se retrouver. Vous tapez Libération, promotion de la pédophilie, vous regardez sur Google Images, il y a un certain nombre de photos qui vont vous être proposées, vous verrez que ce journal faisait ouvertement l'apologie de la pédophilie dans les années 70-80, qu'aujourd'hui, bon, ils se sont fait peut-être un peu plus discrets là-dessus, puisqu'ils s'aperçoivent que même parmi leurs lecteurs, eh bien, la pédophilie, c'est un sujet qui ne fonctionne pas. Même les gens qui sont contre la peine de mort, ils seraient tentés de la rétablir rien pour ce crime-là. Donc, ça ne plaît pas tout à fait à leurs lecteurs, déjà qu'ils en ont de moins en moins. Mais je ne m'étonne pas de voir leur intelligentsia, de voir leur direction prendre le pied contre un film qui dénonce ce crime abominable qu'est la pédophilie.
Merci à vous pour vos interventions. Crépolisation, crépolisation. Et oui, nous allons parler de Crépol avec le meurtre de Thomas. D'ailleurs, je crois que le nom de son assaillant a fuité. C'est Achaïd. Quelle surprise. Vivien. Quel heureux hasard. Vivien, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui s'est passé à Crépol, pardon. Qu'est-ce que cela vous inspire Alors déjà, sur comme tu la dis, sécurité en France? déjà, comme tu dis, quelle surprise que ce suspect s'appelle Shahid. Aussi surprenant que cet individu interpellé sont de type nord-africain, des pourritures tout simplement. Aujourd'hui, comme tu dis, Shahid, il a déjà été interpellé plusieurs fois avec un couteau dans la rue. Il a déjà été condamné pour recel, tout ça, et vol. Enfin voilà, encore une belle pourriture qui est sur le territoire français. J'ai envie de dire, alors quand j'entends les gens dire ouais, c'est stigmatisant de dire c'est toujours les mêmes, bah non, c'est toujours les mêmes. C'est des Arabes qui n'ont rien à foutre en France, tout simplement, qui n'ont qu'une chose sur le territoire français, ils veulent tout simplement notre éradication. Moi, j'oublie pas que en France, on autorise une minute de silence pour Naël, alors que Thomas c'est circulé, il n'y a rien à voir. On a même interdit, je ne sais pas si vous avez vu à Lyon, la manifestation en hommage à Thomas. Alors qu'on laisse déferler dans nos rues cette cinglée de maire de Naël, avec le soutien des raclures de Traoré. Donc voilà, moi dans ce pays, on voit très bien qui est avantagé, qui est protégé par la politique de Macron avec Moussa Darmanin. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, il n'y a rien de surprenant. Quand j'entends les gens dire, ouais, bon, à la campagne, je suis protégé, ben non, voilà, ça arrive sur tout le territoire. Ces pourritures, ils sont tout simplement sur tout le territoire, que ça soit dans les cités islamisées, que ça soit dans les villages, parce que voilà, maintenant, ils viennent même attaquer des gens dans des villages de 500 habitants. Donc j'espère que réellement, les Français vont se réveiller. Parce que moi, des gens qui viennent de cités islamisées, il n'y a qu'une solution, toute cette racaille, tant que, on va dire, si nos gouvernements continuent à baisser le pantalon, bah, c'est sûr que rien ne changera. Mais moi, comme le Parti de la France propose, il faut démanteler ces cités occupées et islamisées, mettre au pas ces racailles, déchéance de nationalité et basta retour au pays avec leur famille, tout simplement. Voilà, moi j'en ai plus que marre et je pense que les Français en ont marre. Et on parlera, je pense, tout à l'heure de l'Irlande, mais j'espère qu'un jour il y aura une insurrection nationale en France. Alors, si je peux me permettre d'intervenir immédiatement, je crois savoir que le jeune homme dont il est question a été poignardé. J'ai envie de dire, dès lors que vous avez une affaire de coup de couteau dans le bide, ou dans le dos ou ailleurs, eh bien, c'est signé. C'est caractéristique de cette race-là, ce sont systématiquement des gens qui aiment manier le couteau. Et je crois savoir qu'il y a à peu près plus de 130 agressions au couteau par jour en France. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et même au sein de la droite nationale, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir les faits, c'est que ce ne sont pas des sauvageons qui sont laissés en liberté et qui, du jour au lendemain, pètent un plomb et décident de mettre un coup de couteau au hasard juste pour s'amuser. Nous avons affaire à des actes de guerre civile et que ce qui est en train de se passer chez nous est absolument identique à ce qui se faisait autrefois dans les années 60 au moment de la guerre d'Algérie. Ce sont les mêmes méthodes, sauf que cette fois-ci, ça a lieu en France métropolitaine. Autrefois, ça se passait sur notre territoire, de notre département, au sein de l'Algérie, que nos gouvernements de l'époque ont décidé d'abandonner au Laga, au Félouz, qui ont pourtant été détruits par l'armée française. Il y a beaucoup d'entre eux qui l'ignorent. À la fin des guerres d'Algérie, des Félouz, il n'y en avait plus. Ils ont été complètement détruits. Bouteflika, c'est personne. Vous allez lire sa fiche Wikipédia. Dans l'organigramme du FLN, c'est personne. Les Félouz ont été détruits par l'armée française. Bon, bah, il y a nos amis les gaullistes qui ont eu la bonne idée d'abandonner notre département, d'abandonner notre territoire à cette bande de terroristes. Et ben, ce qui se passe actuellement en France métropolitaine, c'est exactement la même chose. Nous avons affaire à des bandes de sauvages qui sont totalement incontrôlées, avec même cette fois-ci la bienveillance des pouvoirs publics. On les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire et ils se livrent à des opérations de contrôle du territoire, d'élimination de nos enfants et tout simplement de guerre civile. C'est ça qui se passe, c'est une guerre civile. Vous savez, à l'issue de chaque balle, pour les gens qui sortent, et je pense ici on est une majorité dans ce cas-là, tous les gens qui sortent un peu le soir, eh bien, ils savent que dès lors qu'il y a de l'alcool qui circule, dès lors qu'il y a
plus de 10 individus, il peut y avoir des incompatibilités d'humeur et il peut y avoir quelques échanges de coups de poing dans la gueule plus ou moins amicaux. Ça arrive même au sein de mouvements de droit national. Là, ce n'est pas quelques échanges de coups qui ont lieu à la sortie de ces soirées. C'est des actes d'élimination. Parallèlement, on en a moins parlé chez nous parce que ça s'est passé à l'étranger, mais en Angleterre, j'ai vu la vidéo d'un jeune qui s'est fait égorger avec un canif rouillé. Il n'y a pas que chez nous que ça existe, cet état de déliquescence. Nous avons affaire à une guerre civile et il faut que nous donnions à la police, comme je le dis assez souvent, les moyens et les consignes nécessaires pour maintenir l'ordre. Il est temps de casser les pattes à ces hordes de barbares, qu'on les renvoie d'où ils viennent, et si on ne peut pas les renvoyer, eh bien qu'on les élimine sur place. Écoute, ce qu'il faut dire là actuellement, c'est qu'on est en train d'assister tout doucement à l'installation d'un conflit larvé. Et ce qui s'est un petit peu passé aussi au Liban, hein, pendant la guerre civile, c'était pareil. On avait des chiites, des sunnites qui faisaient des descentes dans les quartiers chrétiens, pareil, de la même manière, aussi avec des armes de guerre, bien entendu. Donc, qui venaient de leur quartier, qui étaient déjà sanctuarisés. En France, c'est déjà le cas, c'est déjà fait. Actuellement, on a des zones de non-droit. D'ailleurs, même les pouvoirs publics ne s'en cachent pas. Et s'en cachent pas de ne plus envoyer la police et en tout cas la force publique dans ces quartiers-là. Donc là aujourd'hui, ce qu'il faut quand même dire à nos amis qui nous écoutent ce soir, c'est que justement, si on ne met pas fin à ça très rapidement, ça va empirer. Et puis de toute façon, d'ailleurs, il y a plusieurs analystes qui le disent depuis un certain temps, que la France va devenir un Liban puissance 10 ou puissance 50 et que ça aura des conséquences très graves. Donc, et puis en plus de ça, on assiste aussi à une lâcheté des pouvoirs publics. Comme l'a souligné Vivien tout à l'heure, on fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour la racaille Naël qui a Non, failli. je coupe, parce que c'est pas la lâcheté des pouvoirs publics, c'est voulu. C'est pas Oui, de la c'est lâcheté. voulu, bien entendu, C'est mais on totalement est d'accord. voulu. Ouais, c'est voulu, voilà, évidemment, par cette caste-là qui, de toute façon, a besoin du chaos pour régner. De toute façon, c'est le diviser pour mieux régner. Comme ça, ils peuvent continuer leur petite magouille, leurs petites affaires. Et donc, tant que il faut que un maximum de gens soient informés sur la réelle intention des gens qui nous gouvernent. Et comme le disait Vivien tout à l'heure, on fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Noël, et puis pour Thomas, il n'y a rien du tout, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, et ça, là, je vais casser du sucre sur les députés du Rassemblement national, mais ils sont où, là, pour faire interdire tout ça? Ils nous ont fait miroiter, là, avec leurs 88 députés, qu'ils allaient ils allaient monter une opposition crédible à ce gouvernement de vendus, et puis au final, il n'y a rien. Eux, ils ont participé à cette mascarade aussi. Il n'y en a pas eu un qui a osé dire que c'était pas normal, la minute de Ils silence sont juste là pour la remplir les racaille. caisses du parti. Comment? Ils sont juste là pour remplir les caisses du parti, tout simplement. Le reste, Exactement. ils Et s'en puis, bat les couilles. voilà, et c'est tout à fait ça. Voilà, donc moi je peux vous dire une chose, c'est que si aujourd'hui il y avait ne serait-ce que un ou deux députés du Parti de la France, cette minute de silence n'aurait jamais eu lieu. On aurait foutu le bordel dans cette Assemblée nationale. On aurait gueulé, on aurait dit mort aux bougnoules, mort aux Arabes, il faut le dégager, ainsi que lui et sa famille. Voilà, ça c'est pas normal. Déjà par commencer. Donc il va falloir que les Français se soulèvent, il va falloir que les Français se prennent conscience qu'ils sont des ennemis dans leur propre pays et que le gouvernement actuel veut leur peau. C'est ça que ça veut dire. Voilà, d'ailleurs, il suffit de regarder la réaction aussi du gouvernement avec ce qui s'est passé à Crépol. On voit Darmanin parler de ça à l'Assemblée nationale, qu'ils ont arrêté 6 ou 7 à tel endroit. Donc c'est indigne d'un ministre de l'Intérieur. Ça, c'est quelque chose, déjà, ça ne devrait même pas faire, entre guillemets, être dit comme ça. C'est-à-dire si les politiques avaient été mis en place depuis longtemps, l'arrestation de ces gens-là ne devrait pas être médiatisée. On aurait juste dire, voilà, ils ont été mis hors d'état de nuire, terminé. Mais là, on entend Darmanin se gargariser devant l'Assemblée nationale que comme s'ils avaient arrêté 3 cellules dormantes de terroristes islamiques. Là, faut arrêter. Ces gens-là se foutent de notre gueule. Et comme les Irlandais sont en train de le faire en ce moment, il va falloir que les Français sortent dans la rue, et les Français sortent les muscles, surtout, voilà, et donnent de la voix pour dire maintenant, c'est bon, stop, ça suffit. Ça suffit, vous arrêtez vos conneries. Maintenant, on va reprendre notre pays en main et vous les traites, vous allez tous dégager. Voilà, et on va mettre des gens
en qui on a confiance pour reprendre les mains de ce pays et des gens qui ont des véritables idées, des idées chocs pour dégager tous ces raclures. Parce qu'il y en a marre. Voilà. Maintenant, ça veut dire aussi ce qui s'est passé là. On n'est même plus en sécurité dans les campagnes. Bon, par contre, il y a peut-être un endroit encore en France qui s'appelle la Corse. Je ne sais pas s'ils auraient osé faire ça. Mais c'est peut-être le seul endroit en France. Je confirme que non. Voilà, c'est peut-être le seul endroit en France où il n'y arriverait peut-être pas ce genre de drame, d'attentat. Il faut dire oui, c'est un attentat. Clairement, j'avais utilisé le mot drame un petit peu de manière galvaudée ces derniers jours, mais pour moi, c'est une forme d'attentat. C'est les mêmes méthodes que pratiquaient les Félouz en Algérie. Voilà, donc, s'ils pratiquent les mêmes méthodes que les Félouz en Algérie, nous, on va pratiquer les mêmes méthodes que utilisait l'armée française pour éradiquer les Félagas en Algérie, qui avait été, d'ailleurs, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Nicolas, qui avait été complètement éradiqué en Algérie. Ça, personne ne le dit, mais il faut le dire. Les Félouz avaient été complètement éradiqués. Il en restait plus un seul. Voilà, il restait plus que les deuxièmes, les troisièmes ou quatrièmes de cordée. Voilà, donc comme Bouteflika par exemple. Donc maintenant, il faut prendre conscience que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Effectivement, alors je reprends la parole immédiatement parce que j'aurais quelque chose qui me semble important à dire, c'est que nous sommes des politiques et par conséquent, nos auditeurs attendent que nous proposons une solution politique. Évidemment. Alors, sans vouloir verser dans l'activisme révolutionnaire, je sais que j'ai une petite réputation, mais je ne voudrais inciter personne à rien. Et j'ai un court extrait de journal du Parisien. C'est un numéro du 16 novembre 1966 que j'aimerais vous lire. Alors, ça dure 30 secondes. C'est juste pour vous dire qu'on vivait à cette époque-là dans une autre France. Alors, je vais vous lire cet extrait. C'est à Toulon. À Toulon, 200 matelots montent une expédition contre des Nord-Africains après une agression contre l'un d'eux. Toulon, la basse-ville à Toulon a été le théâtre l'autre soir d'une expédition punitive montée par des matelots et dirigée contre des Nord-Africains. Des bars ont été saccagés, 3 arrestations ont été opérées. Cette expédition avait été décidée à la suite de l'attaque, il y a une semaine environ, d'un marin par plusieurs Nord-Africains. Pour venger leurs camarades, 200 matelots investirent l'autre soir la basse-ville. Tous les Nord-Africains qu'ils rencontrèrent sur leur chemin furent assommés à coups de matraque ou frappés à coups de poing ou de pied. Les bars à clientèle nord-africaine furent systématiquement saccagés. De son côté, la police intervenait et appréhendait 3 des membres du commando. Aussitôt que de la nouvelle de ces arrestations fut connue, une centaine de marins se précipitèrent à la rescousse, tentant d'investir le commissariat central où avaient été amenés les 3 matelots. Les agents de service parvinrent à maintenir les marins, tandis qu'était fait appel à la 59e compagnie CRS cantonnée à Ollioules. Les forces de l'ordre réussissaient alors à ramener le calme autour du commissariat. Pendant ce temps, dans la basse-ville, la plupart des Nord-Africains avaient disparu. Si plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés, on ignore le nombre exact des blessés, beaucoup ayant préféré ne pas se faire connaître. LOL. Les dégâts causés dans les divers établissements saccagés par les matelots sont importants. Il y a 4 ans environ, les marins de Toulon avaient déjà organisé une expédition punitive dirigée cette fois-là contre les blousons noirs. Une enquête était ouverte par la police et les autorités maritimes. Alors, relol, parce que, encore une fois, quand il y a 200 marins qui font ça, il est absolument évident qu'ils sont non seulement couverts, mais carrément soutenus par leur hiérarchie. Ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, l'article que je viens de vous citer, là, il date de 1966. Il y a un marin qui se fait agresser par une parade. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 200 de ses camarades qui descendent du paquebot et ils éclatent la gueule de tous les ratons qui leur tombent sous la main. Et ensuite, les autres, ils préfèrent ne pas se faire connaître et ils se planquent. Exactement comme l'article que je viens de vous lire le dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a nos jeunes qui se font poignarder à la sortie des balles de village, à la sortie des boîtes de nuit, qui sont systématiquement agressés, nos filles, nos sœurs qui sont violées, des gens qui sont assassinés, systématiquement, tous les jours, plus de 100 agressions au couteau chaque jour, et il n'y a absolument personne qui fait rien. Et on est tous là à attendre désespérément une solution politique. Alors, certains ont même une foi absolument inouïe envers Gérald Darmanin et tous les autres tocards qu'il y a dans le gouvernement.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent après ces gens-là. On a affaire à des députés du Rassemblement national qui sont complètement amorphes, qui ne disent absolument rien. Mais personne ne fait rien. Tout le monde est en train d'attendre une solution politique. Et bien moi, je crois, c'est mon humble avis, et je ne voudrais pas forcément engager l'avis du Parti de la France là-dessus. C'est juste mon simple avis à moi, Pierre-Nicolas Dux. Je pense que la solution politique suivra les réactions populaires. Et je crois qu'il est temps que le peuple français se soulève, exactement comme c'est le cas dans d'autres pays actuellement. Maxime avait parlé de l'Irlande, il y en a d'autres, mais je crois que la solution politique devra suivre l'action et qu'au bout d'un moment, il va falloir que l'on arrête de laisser une bande de babouins venir chier dans nos bottes. Voilà ce que je pense. Alors moi, j'aurais voulu pas redire ce qui a été brillamment dit par mes camarades avant, mais revenir sur plusieurs points. Un point important, c'est qu'on a vu pas mal de photos de circuler des Arabes du quartier La Monnaie de Romans-sur-Isère qui sont venus perturber la fête, provoquer une rixe, comme diraient les médias. Donc ils sont venus planter du blanc et bien observer leur gueule. Parce que là, voilà, les ravages de la consanguinité chez les Afro-Maghrébins se voient sur la gueule de ces dégénérés. Regardez bien leur gueule de bâtard. Leur visage est déformé par la consanguinité. Je veux dire, leur sang est totalement pourri. Je ne sais pas combien il a fallu de mariages entre cousins germains pour aboutir à ça, mais regardez, on les voit, il y a 7-8 dessus, il n'y en a pas un qui a une gueule normale. Je ne sais pas, je serais curieux de connaître l'ADN, le patrimoine génétique de ces gens-là, mais c'est une poubelle. C'est pas possible. Donc imaginez la dégénérescence de ces types. Et que pour eux, balancer des coups de couteau à des blancs, c'est un plaisir. Et il faut savoir, parce qu'il y a un de leurs camarades qui n'y était pas, mais qui a fait un certain nombre de vidéos, et qui explique toute la rage que peuvent avoir ces baiseurs de chèvres vis-à-vis des petits blancs et vis-à-vis de Thomas, et en particulier des rugbyman. Parce que le mec explique qu'en fait, ça fait des années qu'ils se font péter la gueule par les rugbyman quand ils viennent foutre la merde. Le mec le dit dans la vidéo. C'est un de leurs potes de Romans-sur-Isère. Il a fait quelques vidéos comme ça, où d'ailleurs il crache il défend ses potes et il crache. Mais il explique qu'en fait, ces putains d'Arabes de merde de cité, jusqu'alors, se faisaient discipliner par les rugbyman, et même des rugbyman de 16 ans. Et jusqu'alors, et c'est peut-être ce qui est arrivé aussi dans la soirée, ce qui avait déjà dû arriver plusieurs fois, c'est que quand les Arabes foutaient la merde, ils se faisaient péter la gueule par Thomas et par ses potes, et également par les parents de Thomas et les grands-parents, parce qu'il explique en fait que ça fait des générations que les gens de la campagne, là-bas dans le coin, ne se font pas emmerder par les Arabes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des balles. Vous voyez qu'il y a des régions où il n'y a plus du tout de balles. Moi, je suis en Picardie, j'ai connu les balles, il y en avait un peu dans tous les villages, tous les week-ends on pouvait choisir dans quelle balle on allait, il n'y en a plus à cause des Arabes, à cause des Noirs et des Arabes qui venaient foutre la merde. Voilà, j'ai connu le début quand ils venaient foutre la merde, et après ils ont arrêté tous les balles, parce que ça perdait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas entre blancs, qu'il n'y avait pas de bagarre dans les balles, mais ça ne venait pas avec des couteaux, ça ne venait pas. Bon, voilà. Et eux, ils sont en train de vivre un peu ce qu'on a vécu, nous, dans des endroits un peu plus colonisés, peut-être que chez eux. Et là, ils sont en train de vivre ça. Et donc, en fait, c'est par frustration, c'est par haine absolue de cette fait péter la gueule auparavant. Et là, ils se sont dit, on va planter du blanc. Parce qu'apparemment, ça a duré 2 minutes, le plantage. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés et il y a 17 personnes qui se sont fait planter au couteau en 2 minutes. Ça n'a pas duré plus que ça. Ça n'a pas duré pendant je ne sais pas combien de temps avec des cris, des mecs qui rentrent, qui repartent. Non, en 2 minutes, ils ont planté 17 personnes et tué un mec. Donc c'était vraiment une opération commando, comme savent le faire les Arabes. C'est leur façon de faire. Ils arrivent avec des armes sur des personnes désarmées. Ils ont toujours fait ça. Ils ne connaissent pas, cette race maudite ne connaît pas le combat à la loyale. Donc il faut bien se dire ça. Et aussi voir la solidarité, voyez sur les réseaux sociaux, la solidarité que peuvent avoir les Afro-Maghrébins avec les salopards qui ont été plantés du blanc. Il y a une solidarité totale. Énorme, très large, et les Afro-Maghrébins qui seraient choqués par ça, surtout ne disent rien, n'osent rien dire. C'est-à-dire que chez eux, la solidarité tribale est bien plus importante, c'est qu'il y a une grosse différence.
entre eux et nous, entre les Blancs et les Afro-Maghrébins, c'est que eux, la pire des pourritures de leur espèce mérite d'être soutenue face à l'État blanc, quoi, on va dire en gros face à la France. Tandis que nous, on va pas aller soutenir un pédophile, un tueur, un assassin, un violeur. Nous, on se désolidarise entre blancs. On ne se sent pas le besoin d'exprimer la moindre solidarité avec un criminel de droit commun. Eux, si, ça ne les dérange pas. À partir du moment où cette personne est opposée aux blancs, est opposée aux institutions, eh bien, on le défend bec et ongle, quoi qu'il ait fait. Donc, c'est là qu'on assiste à cette fracture ethnique, cette haine absolue de la population autochtone de la part de ces gens-là, et c'est majoritaire. C'est-à-dire que ils condamnent même pas du bout des doigts maintenant les attentats. Ça ne leur vient même plus à l'idée. On est vraiment dans une haine absolue. Et c'est à ajouter aujourd'hui, figurez-vous, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'ils ont enfin trouvé, ça apparemment je crois que c'est les Antifa qui ont fouillé les réseaux sociaux de Thomas, et ils sont aperçus que c'était un patriote qui relayait du Bardella, qui relayait soi-disant des trucs d'extrême droite, enfin, très patriote, pro-français, ce genre de choses. Puis bon, il a 16 ans, il n'a pas fait un mémoire politique d'extrême droite. Non, il relayait quelques trucs patriotes. Vous vous rendez compte, il disait qu'il était patriote. Et là, actuellement, il y a des Antifa qui se foutent de sa gueule. Donc voilà, quand vous voyez un Antifa, n'ayez jamais de pitié, frappez fort et juste. Ces sales fils de pute sont en train de se foutre de la gueule d'un gamin qui a été planté par des chacals, des fennecs issus du désert, issus du bled. Donc voilà, on parlait des solutions, mais elles sont simples. De toute façon, la solution, elle est radicale. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. On ne veut pas vivre. Personne ne veut vivre avec eux. Et même eux ne veulent pas vivre entre eux. Parce que dès qu'ils sont dans un endroit que entre eux, et ben, ils gueulent parce qu'ils disent il n'y a plus de blancs. Et en fait, ils ne veulent même pas vivre entre eux parce qu'ils ne se supportent pas entre eux, tellement il s'agit d'une communauté absolument dégénérée qui cherche systématiquement à essayer de dominer l'autre, à essayer de l'arnaquer. Voilà, c'est totalement génétique ou dysgénique si l'on peut dire. Donc là, Crépol, et je suis satisfait, c'est qu'il y ait une réaction populaire et aussi également grâce aux réseaux sociaux, car vous savez que s'il n'y avait pas eu cette réaction de la part des lanceurs d'alerte, enfin bon voilà, en règle générale ou sur les réseaux sociaux, il n'y aurait rien eu. Il faut savoir que la presse, au départ, on en a parlé très peu, a parlé de rixes, a parlé d'incidents, de drames, de tragédies. Oui, voilà, vous savez, comme si la salle s'était effondrée sur lui, voilà, comme si c'était passé comme une catastrophe naturelle. Bah non, là, il y a une prise de conscience. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Quand il y a eu Lola, on s'est dit, ah bah ça y est, il va y avoir une prise de conscience. Malheureusement, les Français se sont hélas complètement anesthésiés. Et on a pu voir également tous ces sportifs, en particulier les rugbyman, la Fédération française de rugby. Imaginez si ça avait été l'inverse, si ça avait été un brave maghrébin qui avait été planté par des blancs. Mais là, on aurait réussi. Là, la Fédération française de rugby ne s'est même pas fendue d'un communiqué de soutien à un gamin qui était capitaine de son équipe de rugby. Enfin voilà, ils auraient pu le faire, mais non, même pas, parce que surtout, il faudrait pas être rattaché à l'extrême droite. Non, on défend pas un blanc. Par contre, quand il s'agit d'une pourriture multirécidiviste qui se fait neutraliser par un policier, là, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'hésitation. Là, on n'hésite pas. Donc voilà, on a d'un côté des gens qui ont un niveau de haine que nous, on a compris, mais que beaucoup de Français ne soupçonnent même pas, un niveau de haine, de racisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir, comme le rappelait tout à l'heure Pierre-Nicolas Nups, il n'y a qu'à voir, quand ces gens-là veulent se déchaîner sur du blanc, ça donne le FLN. Et le FLN agissait de la même façon. C'est-à-dire qu'ils allaient dans des villages ou dans des villes, et ils s'en prenaient à des femmes et des enfants pendant que les hommes étaient partis, ou ils s'en prenaient à un instituteur tout seul dans son école. C'était ça la façon de faire du FLN. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? Les types, ils violaient les petites filles, ils violaient les femmes, ils leur coupaient les seins, ils coupaient les couilles des mecs, ils les remettaient dans la bouche. Voilà, ça c'est l'arabe à l'œuvre. Ça, c'est l'arabe à l'œuvre. Et ils vont faire ça, ils vont faire exactement la même chose chez nous. Ils sont en train de le faire. Ils ont une ces gens-là ont une cruauté, un sentiment de revanche permanent, et ils voudront nous le faire payer un moment ou un autre. Et c'est évident, en ayant des millions
de ces gens-là qui se demandent si c'est le moment. Zemmour l'a très bien dit, j'ai déjà dit la dernière fois, Zemmour l'a très bien dit. Il se demande à quel sera le bon moment pour nous égorger. Eh bien, je peux vous jurer que c'est la majorité des Afro-Maghrébins qui ça leur passe par la tête. Ils se disent quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ils n'attendent que ça. Regardez quand vous prenez les transports en commun, regardez comment ils vous regardent, comment ils vous toisent. Leur regard haineux, c'est pas juste leur faciès ingrat, c'est pas juste ça. C'est qu'ils véritablement ils ont une envie de passer à l'acte. Ils ont une envie de passer à l'acte et il y en a qui passent à l'acte comme on a pu le voir. Mais ce qui s'est passé à Crépol, ça se passe aussi assez régulièrement sans que ce soit aussi médiatisé, sans que ce soit non plus également les 120 attaques au couteau par jour dont parlait Pierre-Nicolas Nups. Eh bien, ces 120 attaques, je pense que, alors évidemment entre eux, ils se saignent aussi au couteau entre eux, mais principalement les victimes sont des blanches, comme les victimes de vol, comme les victimes de viol, comme les victimes de cambriolage. Les blancs sont prioritaires et la majorité, l'extrême majorité, voire la quasi-totalité des agresseurs sont toujours des Afro-Maghrébins. Donc le problème est clair, il faut se débarrasser de cette population absolument inassimilable, haineuse et hostile. Et au Parti de la France, on ne sera pas là de dire « Ah oui, comme dit Zemmour en ce moment, il faut un islam de France, alors qu'il dit que l'islam n'est pas comme… » Non, il faut se débarrasser, on videra les mosquées en virant les Noirs et les Arabes. Point barre, on ne va pas faire de détails. Alors évidemment, il ne s'agit pas de les virer jusqu'au dernier carteron d'antillais ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut virer, je dirais, les 9/10 des Afro-Maghrébins qui sont en France. De toute façon, ils ont été incapables de s'assimiler en 2, 3 ou 4 générations. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, on coupe les ponts. Ils iront faire connaissance avec le désert, avec la savane, que sais-je encore. On se fout complètement de ce qui peut leur arriver en Afrique. Mais il faut se débarrasser. Voilà, il faut une fracture radicale avec cette population conquérante qui n'a que pour autre objectif que de nous soumettre et que de nous remplacer totalement. C'est leur niveau de haine. Dites-le à vos enfants, dites-le autour de vous. Le niveau de haine de ces gens-là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le curseur est élevé. Donc voilà, au Parti de la France, nous ne ferons pas de détails, nous ne ferons pas de dire oui, mais comment, mais l'assimilation, c'est plus possible, l'assimilation, on ne veut. De toute façon, il n'est même pas souhaitable d'assimiler ces gens-là. Enfin bref, on va pas refaire tout le programme du Parti de la France, mais voilà, j'allais dire cette tragédie pour reprendre, non, c'est cet assassinat, ce carnage qui aurait pu être bien pire d'ailleurs, parce il y a eu 17 personnes de plantées, il aurait pu y avoir 10 morts, hein, s'ils savaient vraiment se servir de leur couteau. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important et la médiatisation fait aussi que j'espère qu'il y aura une prise de conscience chez les plus jeunes de savoir que malheureusement ils ne sont en sécurité nulle part et que dans chaque coin de rue ils peuvent se faire planter par un noir ou un arabe. Moi, je rebondirais. Alors juste un petit chiffre pour appuyer ce que vient de dire Thomas. Ce manspreading. Voilà, alors je tiens tout de même à vous préciser que selon le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, au Maroc, 48,9% de la population, excusez du peu, âgée de 15 ans et plus, présente ou ont déjà présenté des troubles psychiatriques. Troubles mentaux. Voilà, exactement. Donc, selon le CESE, 48,9%, c'est-à-dire presque la moitié des Marocains, présentent des troubles psychiatriques. Alors, je ne sais pas ce que ça donne pour l'Algérie et les autres trous à merde, mais je rebondis, Nicolas, parce que tu parles du Maroc, mais il y a, dans les années 90 ou 80, je ne sais plus, même le roi du Maroc avait dit à la télévision française, à l'époque, que les Marocains ne s'assimileraient jamais à notre culture et à notre mode de vie. Même le souverain à l'époque, c'était Hassan II de mémoire. Curieux hasard, Pierre-Nicolas, sais-tu que là, il y en avait 7 des bâtards de Crépol qui s'étaient réfugiés à Toulouse pour partir vers le Maroc. C'est pour ça, c'est exactement pour ça que j'ouvrais cette petite parenthèse. Ils en ont pas arrêté en Espagne aussi ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'affaire jusqu'ici, mais je sais que beaucoup avaient l'intention de se barrer au Maroc. Alors voilà, 48% de ces fins de race on présente des troubles mentaux. Et enfin, pour rebondir encore une fois sur ce que disait Thomas tout à l'heure, sur la solidarité raciale qui existe chez ces gens et qui n'existe plus chez nous, mais je dis bien une solidarité raciale au sens large, c'est-à-dire au-delà
au-delà des nations. Je vous rappelle que, on aime les juifs, on ne les aime pas, peu importe, on n'est pas là pour débattre de ça. Je vous rappelle que lors des attentats du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, on avait à peine le bilan de ces exactions. Israël n'avait même pas encore mis sur pied le début de la riposte, que immédiatement, on avait tous les Arabes de France qui étaient en train d'agiter cette saloperie de drapeau palestinien en lui disant supporte Palestine, supporte la Palestine, supporte la Palestine. Ils n'en ont rien à foutre de savoir que les gens soient des terroristes, qu'ils soient socialement acceptés ou pas. Non, il y a une solidarité raciale chez eux. C'est dès lors que vous touchez à l'un d'entre eux, eh bien, il y a une solidarité qui se met en place, y compris lorsque les gens que vous touchez sont de parfaits salopards. Voilà, vous avez encore eu 2 exemples très récents qui illustrent ces faits. Oui, moi, je voulais juste rebondir sur ce que Thomas Joly disait par rapport aux vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les vidéos de ces macaques, qu'on voit bien la haine de la France qu'ils ont, tout simplement. Voilà, leur argument, c'est qu'ils détestent les Français, mais bon, voilà, ils sont heureux de se faire soigner gratuitement en France, hein, que leurs parents bénéficient de la CAF. Faut pas oublier que ces racleurs, c'est les mêmes qui ont bousillé Lola, qui ont bousillé Youssef, enfin, qui ont bousillé Axel Dorier, hein, parce qu'il faut pas oublier que celui qui a tué, Axel Dorier, c'est un Youssef, hein, c'est un arabe qui a été seulement condamné à 12 ans de prison. Moi, je suis plutôt inquiet pour la suite, par rapport, aux peines qu'ils vont prendre ces gens-là. Je pense que le sujet de la peine de mort devrait être mis sur la table parce que quand on voit des pourritures comme ça qui font, de la chasse aux blancs tout simplement, parce qu'ils étaient venus planter des blancs, je pense réellement que la peine de mort doit être remise sur la table en France. Absolument, nous sommes pour la peine de mort. J'aurais aimé savoir, ma chère Sophie Océda, vu que vous êtes une femme, vu que vous êtes une, comment je pourrais dire, oui, effectivement, une femme, vous vous sentez comment par rapport à la montée de l'insécurité qu'il y a en France, notamment à cause des Afro-Maghrébins? Bah, écoutez, franchement, alors déjà, j'évite de me promener seule. J'essaye de toujours être accompagnée soit par mon fils, soit par mon père. Et puis, ben, je fréquente les axes fréquentés et je ne marche pas seule la nuit. Voilà. Je prends mes précautions, j'essaie d'être la plus prudente possible, sans vouloir, verser dans la paranoïa et la peur. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais bon, je pense qu'il faut être, il faut être très prudent. Voilà. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Et là, nous avons des parents ce soir, effectivement. Moi, je pense à quasiment tout le monde, en fait, Frédéric, Thomas, etc. Vous êtes parents et vous, vos enfants vont peut-être connaître une insécurité encore plus forte que celle de maintenant. Est-ce que notre combat politique actuel ne serait pas aussi pour eux dans le futur? Là, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est important d'en parler parce que Thomas, c'est un parmi d'autres. Il y a 150 environ entre 120 et 150 attaques par jour en France au couteau. Et j'aurais aimé avoir vos craintes peut-être ou vos espoirs. Une petite Ah, chose. non, Sophie, je vous ai coupé. Allez-y. Non, pas de souci. Je voulais préciser quelque chose. Mon fils Virgile, qui a 14 ans, pratique le rugby. Et lors de ses 2 derniers entraînements, il n'a pas été fait mention une seule fois de l'assassinat de Crépol. Ça a Ah, été, ça a été l'omerta, le boycott, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas parlé une seule fois de ce qu'il s'est passé. Et pourtant, ben, c'est un club de rugby. Hein. Voilà, voilà c'est juste un petit détail que je voulais glisser. Voilà. merci pour ce détail, Sophie. Donc Frédéric et Thomas, si vous voulez dire voilà aussi peut-être vos angoisses par rapport à l'avenir, n'hésitez pas. Oui, l'angoisse par rapport à l'avenir, je pense, alors sans faire de la philosophie à 2 balles, mais comme on est un parti très axé sur la famille, c'est quand même si c'est enfoncer une porte ouverte, il faut le dire. Quand je vous le souhaite à tous ceux qui ne sont pas encore pères, mais lorsque vous êtes père ou mère, ensuite vous pensez différemment et vous ne pensez plus à votre gueule parce que j'ai jamais forcément été très souvent emmerdé dans la rue, mais après vous pensez plus à votre enfant. Voilà, moi il y a juste une chose
rapide, même si peut-être que notre expert judiciaire, Pierre-Nicolas Nums, me corrigera si je me trompe. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que très souvent, on essaye d'identifier sur ces 7 ordures celui qui a porté le coup de couteau fatal. Mais en fait, j'ai pas envie de dire que c'est un point de détail, puisqu'il y a quand même eu un mort. Mais potentiellement, n'importe laquelle de ces 7 ordures aurait pu tuer quelqu'un d'autre, hein, comme le disait Thomas, puisqu'il y a eu une quinzaine de blessés. Du coup, ce que je voulais dire, ce que Oui, je trouve absolument. anormal. Alors, excuse-moi, je t'interromps, mais ça me semble important de mettre cette parenthèse maintenant afin de ne pas l'oublier. C'est que en droit français, les co-auteurs ou les complices sont punis au même titre que les auteurs de l'infraction, je dirais les auteurs directs, pour ainsi dire, si vous voyez ce que je veux dire. Exact. Par principe, si, ils sont censés être punis de la même peine. Dans les faits, les juges, après, ils adaptent, mais pas toujours. Je vais prendre un cas qui est un peu plus connu dans nos milieux, c'est dans le cas Clément Méric. Il y a un type qui n'a absolument pas porté de coup à l'antifa qui est mort, l'espèce Clément. C'est Samuel Dufour. Il n'a absolument pas porté de coup à la victime. Même les autres antifas qui ont participé à la baston ont confirmé qu'il n'a pas porté de coup à la victime. Les caméras de surveillance et tous les autres l'ont confirmé. Tout le monde a dit qu'il n'a porté aucun coup à Clément Méric et pourtant il a pris une peine aussi lourde que Esteban. Voilà, donc les juges français, ils sont parfois très pointilleux sur le droit et ils savent donner les bonnes décisions quand ça les arrange. Donc, par principe, en droit français, un co-auteur ainsi qu'un complice, il est puni au même titre que l'auteur de l'infraction réalisée à 100%. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, on en a rien à foutre de savoir qui a porté le coup de couteau à la victime. Tous les mecs qui ont participé à ces drames méritent d'être placés contre un mur et être fusillés immédiatement sans aucune forme de procès. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Oui, merci pour ces précisions parce que j'ai failli dire une bêtise. En tous les cas, il y avait avant, suite aux incidents de mai 68, une loi anti-casseurs qui avait été promulguée par Jacques Chaban-Delmas, le Premier ministre de Pompidou, dans laquelle justement, lorsqu'il y avait des émeutes ou des violences urbaines, on va dire entre guillemets, tous les casseurs étaient solidaires les uns des autres et entre le gars qui cassait du CRS et celui qui cassait juste un lampadaire, il faisait un lot plus ou moins. Et ensuite, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Mitterrand a abrogé cette loi avec la complicité du fameux RPR des années 80, hein, cher Éric Zemmour. Voilà, il a abrogé cette loi. Et moi, je me suis dit que, alors même si elle s'appliquait pas forcément, elle s'appliquait à des violences urbaines et non pas de la délinquance, mais je me disais que ce serait bien de faire un équivalent, vraiment une loi officielle, parce que le procès Clément Merdic, c'était objectivement une exécution politique hein, du malheureux Esteban. Mais voilà, faire une sorte de loi, mais vraiment officialiser une loi comme ça et la médiatiser surtout pour que les ordures qui accompagnent l'ordure pointée du doigt par les médias soient poursuivies au même titre qu'elle. Mais là, ce que tu as dit, finalement, me rassure, entre guillemets, mais enfin, en tout cas, c'est déjà mieux que ce que je pensais. Alors, ce que disait Alexandre, ce que demandait Alexandre, effectivement, nous sommes inquiets, nous qui avons des enfants, nous sommes forcément inquiets pour nos enfants. Parce que quand bien même on sait qu'ils sont capables de se défendre, voilà, bon, moi j'ai 2 filles et un fils. Voilà, mes filles peuvent se défendre comme, bon, elles ont fait de la boxe, je leur ai fait faire de la boxe, mais je veux dire, c'est pas, voilà, elles vont pas savoir se défendre contre un arabe d'un mètre 90 et de 100 kilos, bien sûr. Voilà, mon fils aussi a fait de la boxe, est capable de se défendre et est bien plus costaud que je ne l'étais à son âge. Mais voilà, on sait très bien qu'avec ces types-là, quand bien même ils se font rosser, quand bien même ils se font péter la gueule, ils reviendront par derrière à beaucoup et ils voudront planter. Voilà, c'est ce qui se passe. Ils ne supportent pas l'humiliation, ils ne supportent pas d'avoir été soumis et ils reviendront et ça ne s'arrêtera jamais et jusqu'à planter, jusqu'à parce que il faut savoir qu'un mineur
qui plante un autre quelqu'un et voire qu'il le tue, un mineur, il va pas faire beaucoup. Il va pas faire beaucoup. À partir du moment où il est mineur, ça va pas être énorme sa peine. Hein. Je ne sais même pas, bon Pierre Nicolas pourrait plus nous dire, mais je ne sais même si un mineur de 15 ans qui va planter un autre mineur de 15 ans, il passe devant le tribunal pour enfants, même s'il passe en, je sais pas si c'est une cour d'assises pour enfants. Enfin, voilà, oui, c'est exactement ça. Alors c'est très simple, c'est ipso facto, la justice des mineurs, c'est la peine est divisée par 2. Voilà. L'ordonnance des mineurs de 45, c'est ipso facto, ils encourent des peines divisées par 2. Alors déjà que les adultes, les peines sont souvent dérisoires. Imaginez ce que si il s'avère, comme là je ne crois pas heureusement, mais s'il s'avérait que celui qui a planté Thomas était un mineur, eh bien, il pourrait très bien sortir dans 5 ans, parce qu'ils vont peut-être trouver des circonstances atténuantes, on ne sait pas, vous savez, entre les avocats, les baveux qui vont essayer de salir Thomas, ou qui vont essayer de trouver un contexte de racisme, de rejet, ou de circonstances atténuantes, enfin, voilà, avec des juges rouges qui seront tout à fait prêts à accueillir ce genre de plaidoirie, eh bien, on peut très bien assister à ce que l'assassin de Thomas se prenne, voilà, juste quelques années de tôle qu'il ne fera pas jusqu'au bout. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est forcément inquiet pour nos enfants, parce qu'ils sont, même si on essaie de les protéger en ne vivant pas en promiscuité totale avec toute la faune que l'on a en France maintenant, mais le problème c'est qu'ils sont partout. Maintenant désormais, partout, pas forcément qu'en ville, et qu'on sait très bien que même si nos enfants savent se défendre, eh bien on sait très bien ce qui peut leur arriver, c'est qu'il leur tombe à 10 dessus, soit qu'ils le lynchent par terre et qu'ils le laissent pour mort, ou qu'ils se retrouvent dans un fauteuil roulant, ou alors qu'ils le tuent. Voilà, parce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'un Français sait se défendre ou sait se battre qu'il ne se fera pas tuer par des Noirs et des Arabes qui vont se jeter sur lui en meute. Donc oui, évidemment, en tant que parent, on est forcément inquiet. Je crois que Sophie voulait rajouter quelque chose aussi. Oui, c'était une petite anecdote sur mon séjour à Lyon le week-end dernier. En l'espace de 15 minutes, quelque chose comme ça, j'ai été abordée par un maghrébin et par un noir. Alors le premier a carrément essayé de m'emballer. En fait, il y a été franco, hein, il voulait carrément que je me mette avec lui pour, je cite ces termes, copuler, voilà, très charmant. Et le deuxième noir, enfin le deuxième individu noir qui m'a abordé, lui carrément me demandait mon téléphone portable, de lui prêter mon téléphone portable, probablement pour le voler, je pense. Hein, je suis pas naïve. Hein. Enfin voilà, c'était charmant. Petite parenthèse. Ouais, moi je rajouterais juste par rapport à ce que disait Thomas Joly, vivant dans une grande ville, vivant avec ma chérie qui est infirmière, donc qui travaille dans un hôpital, donc qui soigne ces pourritures-là. Faut voir le soir quand je vais la chercher au travail, tous les Congoïs qu'on peut trouver dans la rue qui seraient prêts à sauter sur une femme pour tout et n'importe quoi. C'est affolant, comme disait Thomas Joly. Ils sont partout. Voilà, et c'est des affamés, enfin complètement. Ils prennent les femmes pratiquement pour de la viande, hein. Il faut le dire clairement. Hein. Il faut voir même dans les transports en commun, c'est affolant. La France a complètement changé en quelques années. C'est fou quand même. Absolument, les joies du vivre ensemble, n'est-ce pas? Donc, oui, effectivement, j'ai vu le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, pour une fois, une chose qui est correcte d'un point de vue politique. Il a félicité le nouveau président argentin. Donc, je sais pas si vous avez vu le président argentin. Donc, ce que j'ai compris de lui, c'est que c'était plus ou moins Trump, mais au carré. Anti-avortement, ultra-libéral, climato-sceptique, etc., etc. Vous, je pense que Maxime Morlon, vous vous intéressez beaucoup au continent américain. Qu'avez-vous pensé de cette victoire de l'Argentine? Est-ce que c'est un bon espoir sur la sphère politique internationale concernant le combat contre le wokisme? Alors, sur le papier, comme ça, je dirais oui, mais avant d'avoir un jugement, on va dire, plus approfondi, je vais attendre et je vais laisser exercer ce monsieur et on verra ce qu'il fera. Voilà, parce que bon, on entend un peu tout et je pense n'importe quoi sur ce nouveau président là. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu foufou. Voilà, bon, c'est peut-être pas plus mal des fois, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça aussi qu'il a rencontré la majorité des suffrages des Argentins.
Mais voilà, l'Argentine, c'est quand même un pays qui est très 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 mal au niveau économique en ce moment, avec une monnaie qui dévisse, hein, une inflation galopante. Donc bon, vous me direz, c'est à peu près la même chose en France. Enfin, on y arrive à ce niveau-là, dans quelques temps en tout cas. Mais voilà, je vais attendre, je vais attendre, je vais juger sur pièce. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est vrai que l'Amérique du Sud, bon, je m'intéresse beaucoup au continent américain, mais l'Amérique du Sud quand même un petit peu moins. Les pays d'Amérique du Sud, c'est pas du tout la même chose. Puis bon, ça n'a pas non plus un poids, on va dire, économique et géopolitique sur le plan international que pourrait l'avoir comme les États-Unis, par exemple. Même le Brésil, les élections au Brésil, c'est quand même 10 fois plus important que les élections en Argentine. Voilà, donc c'est plus gros pays du continent d'Amérique du Sud. Donc on verra. Voilà, pour le moment, on aura peut-être l'occasion de reparler dans une prochaine émission, je pense. Oui, Maxime résume tout à fait la position du Parti de la France. Évidemment, le Parti de la France salue en fait la défaite surtout du gouvernement de centre-gauche qui a ruiné l'Argentine. Voilà, de toute façon, à partir au moment où vous mettez des socialistes ou des gens de gauche quelque part, ils ruinent le pays. Donc là, ils sont arrivés à dévaluer totalement la monnaie. Le peso argentin ne vaut quasiment plus rien. Je crois qu'un peso vaut 0,00026 euros. Enfin, je pense, on en est, c'est un peu comme au Zimbabwe avec les brouettes de billets ou les billets d'un milliard. Enfin voilà, à tel point qu'il veut d'ailleurs s'adosser au dollar puisque la monnaie ne vaut plus rien. Il faut savoir, Oui, c'est un pays il y a un totalement. taux de change parallèle aussi même. C'est un peu comme au Oui, Liban. donc clairement, on est dans un pays, dans un état économique absolument désastreux. Mais je pense que voilà, comme l'a dit Maxime, il faut attendre de voir avant ni de s'emballer, ni critiquer en disant oui, voilà, il fera rien, machin. Non. Il faut attendre de voir. On peut être surpris, on peut être agréablement surpris. Voilà, autant Donald Trump a défié l'État profond, autant par exemple une Mélanie se couche devant devant l'État profond. Comme le ferait une Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, qui ne cherchent même pas à lutter parce que voilà, il faut lutter aussi contre tous les pouvoirs, on va dire intérieurs, masqués, fantômes, mais qui gèrent les institutions. Nous, on verra. Bolsonaro. Pareil, on portait beaucoup d'espoir dans Bolsonaro et au Brésil n'a pas fait grand-chose. Donc c'est certain qu'il faut attendre de voir. À partir du moment, il faut saluer cette victoire, il faut même s'en réjouir, surtout qu'en fait il y a il y a une grande il y a une grande vague de dégagisme, on va dire, au niveau international, puisque les élites en présence ont contribué beaucoup à la crise économique qui touche à peu près tous les pays et l'inflation, à plus ou moins grande échelle. Donc il y a une grande vague de dégagistes qui n'est pas plus mal, puisque virer des socialistes ou des sociodémocrates ou que sais-je encore, bah, c'est toujours bien qu'ils se fassent virer, qu'ils se fassent lourder par la population, par un vote de protestation. Ensuite, il faut attendre de voir. Donc, a priori, il a l'air, oui, assez fantasque, mais bon, c'est l'Amérique du Sud aussi. Hein, voilà, on a. Pendant un temps il y avait des coups d'État réguliers avec des gouvernements, des juntes militaires. Bon, c'était peut-être pas plus mal non plus. C'est pas forcément des populations qui sont très adaptées à un mode, voilà, un fonctionnement très démocratique. Donc là, attendons de voir ce que ça donne, mais il faut savoir aussi qu'il a énormément de boulot, surtout d'un point de vue économique. Là-bas, le degré de pauvreté en Argentine est assez effrayant, et donc ça plombe évidemment la marge de manœuvre d'un gouvernement. Donc, nous verrons dans quelques temps. On a rapidement vu avec quelqu'un comme Mélanie, on a très rapidement vu ce que ça donnait. Là, bon, je ne sais pas si c'était prévu qu'on en parle. Je peux en parler très vite fait. Aussi, il y a Geert Wilders, son parti, le PVV, qui a remporté, si on peut dire, qui est arrivé en fait premier aux élections législatives, parce que là-bas, ça se fait à la proportionnelle. Aux Pays-Bas, le seul problème, c'est qu'il a l'ensemble du pays contre lui, alors que Geert Wilders, c'est du Marine Le Pen soft, on va dire. D'ailleurs, ils s'entendent très bien, je n'ai pas tout à fait étonné. Et donc, par contre, il n'aura pas le moyen de faire une coalition au Parlement. Donc, voilà, la victoire ne sera pas une victoire. Il n'est pas en mesure de former une coalition qui lui permette de prendre la tête du gouvernement. Enfin, bon, voilà, pour l'Argentine, je pense, à moi, quelqu'un a quelque chose à dire, on peut peut-être passer au sujet suivant. Oui, je te trouve quand même assez sévère avec Jair Bolsonaro. Tu dis qu'il n'a rien fait. Moi, je trouve qu'il a été un excellent président. Enfin, j'ai pas spécialement
moi qui ai les questions, mais je trouve qu'il était très bien. Il s'est couché devant personne. Il a eu d'excellentes prises de position à la fois publiques et internationales. Je me souviens d'ailleurs que c'est le seul type qui a eu une position décente. J'ai bien dit le seul parmi tous ceux qu'on a pu entendre lors de la crise Covid-19. Même Donald Trump, qui était très bon, même Jean-Marie Le Pen, pour qui j'ai un immense respect, même toi, mon président, qui est également un ami. Je veux dire, il y aura un truc que je retiendrai jusqu'à la fin de ma vie, et même lorsque j'aurai Alzheimer, je me rappellerai encore, c'est la réaction du président Jair Bolsonaro, lorsqu'une journaliste, d'ailleurs une journaliste française d'ailleurs, c'est une journaliste française qui lui avait posé une question, elle lui a dit mais voilà, monsieur Bolsonaro, vous n'avez pris aucune mesure contre le Covid-19, il y a eu tant de morts au Brésil. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comptez faire? Et Jair Bolsonaro, il regarde la journaliste, il lui dit absolument rien. Et la journaliste, elle le regarde d'un air complètement interloqué, du style, elle ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Et Jair Bolsonaro, il a dit absolument rien, il faut arrêter d'être un pays de tapettes. Voilà, je crois que c'est la seule et unique réponse valable que j'ai entendue parmi tous les chefs d'État, les hommes politiques, parmi toutes les positions publiques qu'il y a eu lors du Covid-19. La seule position digne qu'il y a eu, c'est la position de Jair Bolsonaro, c'est-à-dire celle que j'avais préconisé que l'on fasse en France, c'est-à-dire on ne fait absolument rien, on continue à faire notre vie de tous les jours en attendant que ça passe, et il faut arrêter d'être un pays de tapettes. Voilà. Absolument. D'ailleurs, je pense que nous pouvons peut-être passer au sujet suivant, si vous le voulez bien, bien évidemment. Alors, le sujet suivant, il concerne, vous savez très bien, on avait parlé rapidement tout à l'heure. Enfin non, on n'a pas forcément. Si Dublin, on avait parlé tout à l'heure, il me semble, mais de manière très 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 superficielle. Qu'est-ce qu'il se passe? On peut voir une fierté irlandaise en ce moment sur les réseaux parce que il y a eu une attaque, hein, vous savez, une attaque au couteau à Dublin, et il y a eu une mouvance très anti-immigrationniste qui s'est manifestée. Je crois même qu'il y a un sportif combattant de haut niveau qui avait donné son opinion sur ce sujet. On peut se voir rassuré. On voit la Finlande, on a vu un petit peu la Suède, Argentine et maintenant Dublin. Est-ce que les autres pays que la France commencent à se réveiller de manière significative sur le danger que représente l'immigration? Est-ce que toutes ces nouvelles vous donnent espoir? Je suppose que vous avez suivi justement ces informations à Dublin. Voilà, je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. Vivien? Ouais, alors moi je dirais déjà l'assaillant, c'est un putain d'Algérien, hein, comme par hasard. Aujourd'hui, je pense que les Irlandais, honneur à eux, force et honneur à eux. Après, je pense ouais, le pays est parti en insurrection nationale, a priori. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est juste la réaction logique d'un peuple qui en a plus que marre de se faire massacrer par des pourritures de Congoïdes, tout simplement, qui ont rien à faire chez nous, hein, qui rentrent chez eux, tu vois, ils ont un pays. Après, voilà, je pense que les Irlandais, au moins, ils ont des couilles, ce que les Français ont perdu depuis bien longtemps, hein, malheureusement. Et cela prouve une nouvelle fois, et ça fait fermer plusieurs bouches, que l'Europe est envahie de tous ces halogènes. Donc voilà, force et honneur aux Irlandais, et j'espère qu'un jour, ça arrivera en France, une insurrection nationale, tout simplement. Y a-t-il une autre réaction à... Ah, Frédéric, le peuple irlandais, ça vous parle? Oui, oui, beaucoup, parce que, comme j'avais déjà raconté, j'ai un camarade très proche qui vit en Irlande depuis maintenant une quinzaine d'années. Il s'est un petit peu réfugié aussi pour éviter ça. Puis finalement, on est toujours rattrapé par ces gens-là, hein. Il ne reste plus que la Russie et la Biélorussie en Europe. Non, merci. Alors, en fait, moi, je suis un petit peu partagé. Alors, ce qu'il m'a raconté, parce qu'évidemment, il a bien suivi l'actualité, c'est qu'il y a eu un affreux meurtre d'une joggeuse qui a été poignardée, moi je dirais probablement égorgée, et les médias ont occulté la nationalité, ou du moins l'ethnie, puisque si c'est la même que la nationalité qu'en France, ils doivent être tous irlandais, ces gens-là, mais l'ethnie de l'assassin, qui était un maghrébin. Et ça a déjà bien excité les gens par rapport aux médias, à l'omerta des médias. Et comme hier, ils ont vu que c'était, ça s'est su rapidement, hein, avec les réseaux sociaux, que c'était un Maghrébin, en l'occurrence un Algérien, eh bien, quand les médias ont commencé à dire oui, pas d'amalgame, on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine ethnique
de l'agresseur, etc., etc., ben, ils sont sortis comme un seul homme dans la rue et ils ont commencé à tout saccager. Alors là où je vais un petit peu pondérer l'enthousiasme de Vivien, parce que j'ai des infos d'un camarade, hein, mais qui m'a vraiment raconté cela de façon factuelle. En fait, finalement, parce que les médias de grand chemin nous ont présenté ça comme une chasse à l'homme, hein, pire que la nuit de cristal. En fait, c'est pas ça du tout. Les gens sont allés se frotter aux forces de l'ordre irlandaises. Du coup, en gros, bah, ça s'est frité entre gens pas contents irlandais de souche et policiers. Et finalement, ça s'est terminé en voitures incendiées, en violences urbaines, en magasins saccagés, pillés. Du coup, finalement, pas grand-chose. À l'arrivée, je parle du concret, hein, que si ça avait été des racailles qui étaient descendus venger un des leurs buté par un policier comme Naël. Voilà, sans évidemment faire l'amalgame entre Naël et les gens qui sont sortis dans la rue. Mais voilà, ce que je regrette, c'est que finalement, bah, le système est suffisamment fort pour envoyer les policiers contre ces gens-là. Et finalement, bah, les agresseurs courent toujours, hein. Je parle en tant que groupe, hein, pas en tant qu'agresseur individuellement. Et dernière chose très rapide, j'ai vu ça du prisme de LCI. C'est pour ça que je partageais dans un premier temps le même enthousiasme que Vivien, avant que mon camarade me corrige ou du moins m'explique la réalité des faits. Et c'est vrai que si on regardait ça du prisme de LCI qui est en train de remplacer BFM TV comme organe de propagande, eh bien, on aurait cru justement que c'était vraiment la chasse à l'homme. Et le plus con dans tout ça, finalement, de la part des émeutiers, c'est que finalement, la monstrueuse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aller à une sortie d'école poignarder des enfants de 5 ans, cette monstruosité passe grâce à l'habileté des médias gauchistes au second plan par rapport à quelques vitrines cassées pour lesquelles ils font pas tant d'histoire quand ce sont des racailles. Donc finalement, ça a eu presque l'effet inverse. La seule chose, et là sur ça je rejoins complètement Vivien, contrairement aux Français, ou du moins ceux que l'on voit dans les médias, eh bien, les Irlandais ne sont pas des allumeurs de bougies, mais plutôt des combattants comme Conor McGregor, qui est remonté dans mon estime. Mais voilà, il fallait quand même rétablir la réalité, même si le fait que des gens sortent dans la rue pour s'indigner, bah, c'est déjà mieux que d'allumer des bougies. Voilà. Alors, je voudrais, moi, resituer le contexte de l'Irlande. Il faut pas croire qu'en Irlande, ce soit comment la panacée politique. Je veux dire, leur classe politique est peut-être encore pire que la nôtre. C'est un peu l'équivalent de la classe politique anglaise. C'est-à-dire que le Premier ministre est quand même un métis d'Indiens, Léo Varadkar, un métis d'Indien homosexuel qui vit avec un homme. Voilà, donc faut savoir, parce que quelquefois on idéalise l'Irlande, on se dit oh bah là-bas ils se laissent pas faire. Faut savoir la classe politique est tout à fait aussi pourrie que la nôtre. Il faut voir ce que la presse a titré après l'abominable attentat par un Algérien complètement ravagé qui s'est donné des coups de couteau à une femme et à des enfants à la sortie d'une école. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de condamner les émeutiers. Donc les images, c'est de véhicules brûlés, en disant voilà l'horreur, la haine absolue. Mais en fait, la haine absolue, attention, dans les titres des journaux, ils ne parlent pas de la haine absolue de l'Algérien qui a poignardé des enfants. Dans la haine absolue, c'est dans la rue, ce sont les émeutes. Parce que là, c'est une émeute saine, même si Fred dit que bon voilà, c'est pas forcément très adroit d'avoir réagi comme ça, mais c'est une colère saine. Ils ont aussi brûlé un centre pour migrants. Donc je veux dire, voilà, il y a un geste politique dans cette colère. C'est pas des racailles qui vont piller des magasins parce que l'un des leurs a été tué par un policier. Là, non, il s'agissait véritablement, la cible, c'était les migrants. Parce que là, actuellement, avec un gouvernement tout à fait cosmopolite, avec à sa tête un averti métis indien, donc là, on a la totale. Faut pas croire l'Irlande, c'est pas
le Sinn Féin, beaucoup se disent le Sinn Féin, mais il faut savoir que la plupart des indépendantistes sont des gauchistes. Il y a qu'à voir le TA, il y a qu'à voir les Catalans en Espagne. Voilà, le gauchisme est toujours et n'est jamais loin de l'indépendantisme. Le parti indépendantiste en Écosse, qui a d'ailleurs gagné les élections, ils ont mis un musulman, alors qu'il y en a quasiment pas en Écosse. Il fallait absolument qu'ils aient leur musulman, leur arabe, et le chef du gouvernement écossais est donc un musulman, alors que l'Écosse est jusqu'alors, parce qu'ils veulent absolument avoir leur dose d'Africains ou d'extra-européens, ils sont à 94% blancs en ce moment en Écosse. Et l'Irlande, c'est un peu la même chose, avec des gouvernants totalement cosmopolites qui veulent absolument, à la vitesse grand V, métisser leur pays, imposer des migrants, et là on voit une réaction populaire saine, parce qu'ils n'ont pas, on va dire, en gros, l'expérience de la culpabilisation que subissent les Français depuis 30 à 40 ans, ils ne l'ont pas encore en Irlande parce qu'ils n'étaient pas confrontés à ce problème migratoire. Il est plutôt récent en Irlande. Et là, évidemment, il y a une réaction populaire de gens, un peu comme si ça se passait dans un pays de l'Est. Et donc, il y a une réaction violente. Et moi, je trouve que cette réaction est tout à fait saine. Alors, évidemment, il y a des affrontements avec les policiers, mais les policiers aux ordres du gouvernement ont eu pour ordre de mater les émeutiers, alors que c'était l'origine de ces émeutes, de cette colère populaire, vient bien sûr du fait qu'il y a un Algérien qui a poignardé des enfants devant une école. Et que je rejoins Fred, c'est vrai que Conor McGregor, qui jusqu'alors s'est toujours comporté comme une sale racaille afro-américaine, là a eu un éclair de lucidité, je trouve, et qui a un côté patriotique qui me semble tout à fait louable, auquel je m'attendais pas de sa part. Mais effectivement, ils se sentent attaqués, parce que quoi de plus abominable qu'un étranger, un clandestin qui vient poignarder des enfants à l'entrée d'une école. Je veux dire, pour moi, c'est la monstruosité la plus absolue. Et on en vient à se dire que oui, mais finalement, il devrait faire un peu moins de bruit dans la rue. Il devrait pas faire ça. Bah si, voilà. Je pense que si ça arrivait un peu plus souvent en France, je pense que nos élites et les juges se sentiraient peut-être un peu plus obligés de condamner toute la racaille immigrée qui saigne nos compatriotes. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre intervention. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai une amie personnelle qui a Dublin en ce moment et qui était au bar, au pub à côté justement de l'événement quand ça a eu lieu. Et du coup, tous les bars, tous les pubs du quartier avaient été évacués. Donc, elle avait été évacuée lors de cette soirée. Je vous propose maintenant de passer, je pense, à la dernière actualité. Alors, la dernière actualité, excusez-moi, c'était la fausse agression de la femme juive à Sifour-les-Plages. On va essayer de ne pas faire de blagues, surtout de jeux de mots, monsieur Avali, concernant le nom de la commune. N'est-ce pas, Sifour-les-Plages? Oui, sinon ça va encore faire un four. Voilà, sinon ça va faire un fou, exactement. Et j'avais reçu beaucoup de vives réactions, j'avais dit sur mon Facebook que cette communauté avait bien, j'ai envie de dire, l'habitude de se victimiser, l'habitude d'inventer des agressions qui n'existaient pas, parce que tous les mois, absolument tous les mois, on tombe sur des articles qui parlent de rabbins ou de juifs quelconques qui inventent des agressions. Et ce qui a créé une réaction très violente. On tag leur propre synagogue, c'est pour ça que je dis généralement que le rabbin fait des heures supplémentaires. Voilà, absolument. Et ça fait partie des sexualités. Vous, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette demoiselle juive qui a inventé une agression? Moi, je trouve ça courant, personnellement. Je ne suis pas plus choqué que ça, mais j'ai l'impression que des personnes l'apprennent. J'ai l'impression que des personnes Moi, sont je vais être très rapide et laisser parler mes camarades, mais je veux dire, ça arrive tellement souvent qu'on s'aperçoit qu'un acte antisémite, finalement, on s'aperçoit que c'est une manipulation. On parle aussi, vous savez, de cette femme poignardée à Lyon, cette femme juive qui a été soigneusement poignardée à Lyon, on s'est aperçu qu'elle s'était poignardée elle-même. Pour les histoires des étoiles de David qui avaient été peintes en région parisienne ou à Paris, on s'est aperçu que finalement, alors au début, ils ont dit que c'était un Russe qui avait payé des Moldaves pour le faire, et apparemment, ce serait un Juif russe qui
appartient à une organisation qui s'appelle Communauté européenne juive. Alors, on se demande si c'est des 1000 actes antisémites qui ont été brandis par Gérald Darmanin. On se demande s'il y en a un de vrai, quoi, qui n'a pas été fait par les Juifs eux-mêmes, parce que c'est marrant. Au moindre chien qui pisse sur une synagogue, ça doit être considéré comme un acte antisémite en France. Ça doit être répertorié, et puis la presse en général fait sa une avec. Et là, il y aurait eu 1000 actes antisémites en France. 1000 actes antisémites en France, mais on n'en parle pas dans la presse, on les voit nulle part. Les 1000 actes, on en a parlé de 3. Les 3 qui ont été les plus médiatisés, il s'est avéré que c'était soit totalement faux, soit une manipulation, soit que des faits par des juifs eux-mêmes. Et après, les 997 autres, on ne sait pas on ne connaît pas les faits. Alors que normalement, le moindre petit truc fait l'objet d'articles énormes. Donc voilà, on peut s'interroger. Je trouve, je ne justifie pas non plus voilà ce que peut dire le recteur de la grande mosquée de Paris. Mais voilà, parce qu'il s'était fait attaquer parce qu'il avait dit les 1000 actes antisémites. J'aimerais bien savoir la véracité de cela. J'ai l'impression qu'il s'agit un peu d'une légende urbaine qu'on ne veut pas expliquer, et si on demande des explications, on vous traite de négationniste. Donc voilà, j'aimerais bien, vu qu'il y a plus de 1000 actes antisémites qui ont été commis depuis le 7 octobre, eh bien pourquoi M. Darmanin ne les liste pas pour bien faire comprendre à la population que nous vivons un grave danger antisémite en France? Moi, je dirais, comment vous voulez croire, après toute cette merde, comment croire à la fiabilité des autres plaintes, hein, cette histoire montée par la communauté de Gobelins, tout simplement, de toutes pièces, hein, on a l'habitude avec ces gens-là, malheureusement. Mais curieusement, hein, on n'en a pas entendu parler sur les chaînes télé. Si, BFM a fait un article, hein, à son habitude. Mais voilà, moi je pense que aujourd'hui, comme disait Thomas, moi je remets en doute toute la fiabilité des autres plaintes de cette communauté, tout simplement. Donc voilà, Oui, et on a vous vous l'habitude rappelez avec peut-être aussi de cette affaire qui a eu lieu récemment. D'ailleurs, je regardais Cyril Hanouna ce soir, Touche pas à mon poste, je suis un grand fan de Touche pas à mon poste. J'ai vu qu'il y a une influenceuse qui a été condamnée à 10 mois de prison parce qu'elle s'était foutue de la gueule du faux bébé, du bébé qui a été retrouvé dans un four lors des attentats, des raids qui ont été menés par le Hamas sur Israël le 7 octobre. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, elle avait beaucoup circulé. C'était l'histoire comme quoi il y aurait un bébé qui aurait été mis dans un four par des mecs du Hamas, et finalement, même selon les médias juifs eux-mêmes, cette histoire était totalement fausse, elle a été inventée de toutes pièces. Alors moi, je me dis, s'ils ont menti sur ce four-là, pour combien d'autres ils ont menti pour combien d'autres fours ils ont menti? D'ailleurs, sur cette histoire-là, Pierre-Nicolas, on a même eu le droit à la chalerie de Éric Delot sur le plateau de CNews. C'était lamentable. C'est très amusant, c'est très amusant. Bon, ça me fait penser à ces... Oui. Tu disais combien de fours? 6 fours. Non, on va éviter de faire une petite blague là-dessus. Bon, mais dès lors que je peux la placer, je la place, parce que ça me fait toujours pleurer de rire à chaque fois que je place celle-là. C'est pas vraiment une blague, c'est tellement drôle. J'ai vu, c'était dans une très très vieille émission. Je n'étais même pas né au moment où elle a été faite. Il faut la trouver sur les archives de Lila. C'était Malek Boutik qui disait à un grand monsieur que j'ai bien connu, que Thomas a connu aussi, certains d'entre vous l'ont connu aussi, Maxime l'a connu, c'était monsieur Sidos de l'œuvre française, dans une émission qui était animée par Pierre de Chavannes. J'ai vu qu'il y avait, je sais plus si c'était Malek Boutik ou Harlem Désir ou un des deux, il disait je suis allé dans un fameux camp qui a un nom qui ressemble un peu à une victoire de Napoléon, mais c'en est pas une, et il disait j'y suis allé et j'ai entendu les pierres pleurer. Et je ne peux m'empêcher d'éclater de rire quand je repense à cette séquence, et toute cette histoire m'a un petit peu fait penser à ça. Écoutez, la dernière actualité que je possède, c'est Mourad. Voilà, Mourad qui a été agressé. Je crois que Frédéric Cavalli, vous vouliez réagir à cette actualité. Je vous laisse vous exprimer. Oui, il faut expliquer pour les gens qui ne seraient pas au courant. C'est bien d'expliquer quand même l'actualité, monsieur le présentateur. Absolument. Monsieur le barman. Absolument. Alors, pour cette fois, je vais laisser Frédéric Cavalli expliquer cette actualité, puisque c'est la dernière.
Alors, je connais pas les faits réels, hein, puisque c'est les médias qui les ont présentés, mais apparemment, un Français de souche d'à peu près 70 ans aurait tailladé à coups de cutter un Maghrébin répondant au doux prénom de Mourad parce qu'il bloquait avec sa camionnette. C'était un jardinier arabe. Il bloquait le portail, enfin son portail, il pouvait pas sortir, je crois, quelque chose comme ça. Il lui aurait tout de suite envoyé des mots, des noms d'oiseaux, voire même de chameaux, et puis ensuite il l'a tailladé. Moi, à la limite, là-dessus, je vais me faire l'avocat du diable, mais ne me gueulez pas dessus tout de suite, vous allez comprendre où je vais en venir. En fait, à la limite, si ces faits sont avérés, je veux bien, à la limite même, trouver ça condamnable et dire qu'on n'agresse pas les travailleurs maghrébins à coups de cutter. Je vais même dire ça. Je vais même dire que si les faits sont avérés, ce monsieur peut être poursuivi et inquiété. Mais en fait, ce qui me choque, c'est que cette présumée agression, elle représente peut-être 1% des cas, voire même beaucoup moins, de la typologie d'agression qui a lieu en France chaque jour. Et en fait, les médias mettent l'accent dessus. Ça veut dire qu'en fait, et ils sont tellement, enfin la France est tellement submergée, ils sont tellement submergés pour occulter toutes les agressions au couteau, plus de 150 par jour, vous rappeliez tout à l'heure, Alexandre, que finalement ils se raccrochent au moindre petit fait divers. Et c'est pour vous dire à quel point le système s'agrippe à ça comme quelqu'un qui s'accrocherait à un miroir avec un morceau de savon dans chaque main. C'est consternant. Et vous avez vu, c'est aussi le cas pour l'Irlande. Maintenant, ce qui me rend dingue par rapport à ça, c'est que le français moyen, c'est-à-dire qui n'a pas notre finesse d'analyse, il va se dire ah mais quand même c'est normal qu'on en parle parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Certes, mais à ce moment-là, qu'on parle, avant de parler de ça, des 149 autres agressions au couteau, où là, ce ne sont pas les mêmes agresseurs et les mêmes victimes. Dernier petit truc, je me souviens d'une anecdote en 2014. Alors là aussi, hein, tout à fait condamnable. Hein, je pense que personne peut défendre ça, sauf éventuellement s'il était encore à Dr Mengele. Mais je me souviens que il y a eu une double page dans Le Parisien en 2014 parce que quelqu'un exaspéré par les Roms avait versé un flacon d'acide sur le bébé d'une Rome qui faisait la manche à une bouche de métro. Alors bon, on peut condamner cet acte-là, mais je veux dire, vous imaginez 2 pages dans Le Parisien, ça veut dire qu'en gros, c'était limite un des 3 événements les plus marquants de l'actualité mondiale en 2014. Voilà où en est le système pour occulter, enfin voilà, on pourrait dire sans faire de mauvais jeu de mots, parce que je sais que vous n'en êtes pas forcément friand, mais voilà, la mourade, c'est un peu l'arabe qui cache la forêt. Moi, j'ai envie de dire que cette histoire, c'est un peu de la merde, tout simplement, parce que j'ai vu une vidéo, enfin la vidéo où, premièrement, l'arabe, il l'a bien cherché sur la vidéo, tout simplement, comme tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il s'est mal garé, je crois. Mais quand on entend la gauche hein, là-dessus qui crie au crime raciste, hein, tout simplement, les pourritures de gauchistes, par contre, aucun mot hein, sur la mort de Thomas. Hein. Par contre, quand des pourritures viennent planter des blancs, aucun mot de la part de la gauche. Donc voilà. Et sur les 150 agressions, hein, si on réellement faisait le pourcentage, ça doit être 1 sur 150, peut-être au niveau des musulmans. Donc à un moment donné, ces gens, ces afro-maghrébins, ces pourritures d'afro-maghrébins qui viennent pas jouer les victimes, parce que pendant ce temps-là, notre jeunesse, elle se fait massacrer hein, par ces pourritures-là. Donc à un moment donné, s'ils sont pas contents, bah, ils ont qu'une seule solution, c'est retour au pays, tout simplement. Oui, comme le dit Vivien, il faut voir la vidéo parce que ce crétin de Mourad, il a diffusé la vidéo parce que évidemment Mediapart n'avait diffusé que la vidéo qui est à charge contre le septuagénaire qui a donné un coup de cutter à Mourad. Mais Mourad a eu l'intelligence, ça c'est tout à fait, c'est l'atavisme, on va dire, de ces populations, l'intelligence de poster ce qui s'est passé avant. Et en fait, avant, on voit qu'il
cherche le vieux, il lui dit au moins 30 fois sur la vidéo, vas-y, égorge-moi, donne-moi un coup de cutter, vas-y. Donc le vieux est déjà très énervé parce que en fait l'autre a foutu son camion en plein milieu du chemin et il ne peut pas rentrer chez lui, pépère, et l'autre l'agresse sans arrêt, il dit vas-y, donne le coup de cutter. Il lui demande, mais je ne sais pas combien de fois sur la vidéo, alors que le type est énervé, le type n'en peut plus, donc voilà, il fait le malin, il fait l'arabe, comme à chaque fois ils font, vas-y, tu vas faire quoi, voilà, c'est ça. Et là, sauf que là, il tombe sur un type qui est passablement énervé et qui lui balance. Et d'ailleurs, il ne le tue pas, il lui met mal le coup de cutter parce que bon, c'est vrai, il lui taillade un peu sous la barbe, il a une belle plaie, mais il l'a pas tué non plus parce que dire des meurtres de Français au couteau, il y en a eu un paquet. Et là, on vous parlait des 120 ou 150 attaques au couteau, mais c'est par jour. C'est-à-dire que là, sur l'espace, je ne sais pas combien de mois, c'est-à-dire que vous multipliez les attaques au couteau, les 120 par jour, ils auraient réussi à trouver une attaque avec une vidéo, alors là encore mieux, faite par un Français sur un Arabe. C'est-à-dire que sur des milliers d'attaques au couteau, ils en ont trouvé une seule où un Français de souche donne un coup de couteau, un coup de cutter à un Arabe. Sachant que l'arabe, on le voit dans la vidéo que ce crétin congénital a posté lui-même, où il provoque le vieux pendant au moins 5 minutes avant de se prendre le coup de cutter. Donc voilà, c'est vraiment l'espèce de contre-feu allumé pour essayer de minimiser ce qui s'est passé à Crépol pour essayer un peu de noyer le poisson, si l'on peut dire, en disant regardez, il y en a de tous les côtés. Voilà, c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec l'immigration, puisqu'on voit que des Français de souche aussi attaquent à l'arme blanche des Maghrébins. Donc voilà, c'est une sorte de diversion qui a été mise évidemment en avant par le pouvoir en place, par les élites oligarchique, de telle façon à ce que le peuple français continue de rester endormi sur le phénomène migratoire. C'est clair que je pense que cette affaire-là, c'est surtout un contre-coup médiatique, voilà, pour éclipser cette histoire avec Thomas et puis d'autres agressions. Voilà, c'est pour, entre guillemets, essayer de rétablir l'équilibre, quoi, voilà, pour faire dire que voilà, il n'y a pas qu'eux qui le font, et puis aussi, il y a des Français de souche qui sont capables de le faire, alors que, comme vient de le dire Oui, Thomas, et puis ça représente 1%, même si Mourad serait mort, je tiens quand même à préciser qu'il y en a encore 11 millions des comme lui en France. Évidemment. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, on va pas parler de ça pendant 1 heure, on change de question, on en a rien à foutre de ce Ah, je crois que je vais devoir biper ce mot-là aussi, je crois. Vous me donnez beaucoup de travail ce soir. Vous me donnez beaucoup de travail de bipage, enfin de censure. L'actualité te donne beaucoup de travail, plutôt. Non, mais il est 22h, il est 22h53, on va pas passer 1h03 sur un bougnoule qui s'est pris un coup de terre. Oh, bordel. Excusez-moi, je suis en train de noter les timecodes du coup parce que vous employez des mots interdits et que moi je dois faire le montage. Donc je vous remercie. Alors, pour avoir. Précisons bien que je me mets pas hors la loi en parlant de bouc qui note bien le timer. C'est pas interdit, c'est parfaitement légal. En revanche, si jamais ça apparaît sur la chaîne YouTube, on va se faire striker notre chaîne. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Évidemment. En revanche, vous n'avez pas le droit de dire sale ceci ou sale cela. Ça c'est strictement interdit. Vous n'avez pas le droit d'essentialiser, vous n'avez pas le droit de dénigrer, mais employer des mots familiers pour désigner telle ou telle personne, ça c'est pas interdit. Hein. Absolument. Bon, c'est pas socialement accepté, mais moi je m'en fous. Moi je suis antisocial comme mec. En tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube, rendez-vous lundi pour la partie foire aux questions. Et pour ceux qui sont en direct, écoutez, attendez, parce que je me rappelle que la semaine dernière, j'avais coupé l'appel alors que je voulais juste arrêter l'enregistrement. Voilà.